Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Jared de Sam Mendes, sorti en 2005. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Tu trouves peut-être que je suis qu'un boudin en uniforme, Swofford ? Chef, le sergent instructeur est vraiment élégant en uniforme, chef. Ah, donc t'es une grande folle et t'es amoureux de moi, hein ? Chef, je suis pas une faute, chef. T'as une petite copine, Swofford ? Chef, oui, chef. Dans tes rêves, petite enflure, à cette heure, c'est ta planquée qui baisse ta grosse. Allonge-toi face au sol et fais-moi 25 pompes pour chaque fois qu'elle se fait fourrer ce mois-ci. C'est quand j'ai fait la connaissance du sergent instructeur Fitch que j'ai compris qu'en m'engageant dans les marines, j'avais peut-être fait le mauvais choix. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce film est trop petit pour nous deux. Je suis cette semaine accompagné par les deux mêmes larrons que d'habitude. Bonsoir Thomas. Oh putain, c'est moi en premier. Mais oui. Bonsoir les copains. Ben non, mais écoute, par ordre alphabétique, donc en premier, la lettre B bien sûr. Bonsoir les copains, un vrai plaisir de vous retrouver. Comme à chaque fois, donc pour la 1000e déjà ce soir. Oui, d'ailleurs on va fêter ça. On va fêter ça en accueillant bien sûr Thibaut. Salut. Merci de m'accueillir, ça me fait hyper plaisir. C'est très cosy par chez vous, j'apprécie vachement. Je vais me permettre d'abord de poser une petite question. Thomas, il y a un film de Rian Johnson qui t'a plu là récemment ou pas ? Alors oui. Oh putain. Mais alors c'était pas un film et c'était pas de Rian Johnson. Mais sinon, okay. Impeccable. Ouais, t'as pas une douche quoi. Oui, tout à fait. Hyper classe. Ok, bah ça me fait très plaisir. Salut tout le monde en tout cas et salut à vous. Ce soir c'est un épisode un peu spécial parce qu'à vrai dire il me semble que, à part Thomas qui l'avait vu il y a longtemps, aucun d'entre nous n'avait vu ce film. Si, carrément. Tu l'avais vu ? Ouais, 100%. Ah d'accord, ok, donc j'étais le seul à pas l'avoir vu. Voilà, bon bah vous pétez tout, voilà. Toujours cette préparation au cordeau. Hein. Ah mais vraiment, on sent que c'est comme ça qu'on va trouver la spontanéité. Ouais, plusieurs heures de réflexion sur qu'est-ce qu'on a compris du film. Ouais, exactement. Plus de 7 secondes de préparation en commun. Ça va ou quoi ? Allez, c'est parti. Donc ce soir on parle de Jared, un film de Sam Mendes qui est sorti en 2005 par le réalisateur entre autres d'American Beauty et 1917, avec à l'affiche l'excellent Jake Gyllenhaal qu'on a vu de nombreuses fois, avec un acteur que j'aime pas du tout mais que j'ai trouvé très bien, Jamie Foxx, et Peter Sarsgaard. Alors juste si je peux me permettre, je crois qu'on dit Jake Gyllenhaal. Oui, c'est une misprononciation, je dis également Gyllenhaal, mais je crois que ça se dit Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Please welcome Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Moi, j'aimerais faire un petit bisou à une personne qui se reconnaîtra peut-être si jamais elle écoute ce podcast un jour. Je ne le souhaite pas. Qui, elle l'appelle Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Voilà, donc c'est... Mais c'est beau ce qu'on fait de l'anglais. Il y a une collègue qui me disait, mais tu dois changer tes pneus, pourquoi tu vas pas chez Roidi ? Ah, Roidi, c'est un classique. Mon papa dit comme ça aussi. Ah, il ça, dit Roidi. Incroyable. Mais ouais, mais c'est comme les gens. Mais mon papa aussi dit friand. Voilà, au lieu de Friends, tu vois. Déjà, on dit Friends, c'est une catastrophe, mais il dit friand. Après, pourquoi pas? C'est une série, en fait, sur 6 petits gâteaux au fromage et à la saucisse, qui vit dans un appartement à New York. C'est une super. Le premier épisode s'appelle Celui qui sortait du four, tu vois. C'est... Exactement. Oh, celui qui fait des miettes, c'est le 2. Celui qu'on a foutu plein la fuego, bon bah c'est le 3. Ah putain, ça commence fort, j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien déjà. Si on faisait un truc, si on parlait du film. Allez, d'accord. Le film s'ouvre sur une scène assez classique d'un sergent instructeur qui est en train de gueuler sur des recrues. Il s'adresse entre autres à Jake Gyllenhaal. Le film commence sur un plan sur son visage en train de se faire hurler dessus. Qu'est-ce que tu fais dans ce régiment ? On lui demande du coup le sergent instructeur. Et tout de suite, Jake Gyllenhaal dit « Chef, je me suis gouré de route en partant à la fac ».
Dès le Et départ. avant de se faire emplâtrer la tronche dans un tableau noir. Oui, Exactement. Exactement. Donc dès le départ, on commence tout de suite à une petite référence, forcément. Vous l'avez Oh bah oui, un peu, oui. Oui, là, c'est- American Pie, bien sûr. Voilà, tout à fait. Le 1000. Non, oui. Alors, effectivement, celle-là, elle est évidente, hein, cette référence à Full Metal Jacket. Mais par contre, il y a aussi, je sais pas, pour le coup, c'est une référence, si c'est volontaire ou pas, mais il y a aussi complètement Platoon hein, dans l'idée, puisqu'il y a pareil ce jeune avec qui en fait raconte son histoire, exactement comme dans Platoon, parce que le film s'ouvre un peu sur le même genre de choses où Charlie Sheen est en train d'écrire dans son petit carnet. Du coup, clairement, d'entrée de jeu, le film il se dit bon, on va prendre les refs ultimes du film de guerre et on va y aller à fond. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, j'ai noté une autre petite référence à un moment donné. Alors, c'est un petit peu plus loin dans le film. Elle est plus discrète, juste mais à la fin. C'est non, c'est une référence à Apocalypse Now. Je sais pas si vous l'avez capté ça. Oui. Ah ben oui, au moment où on voit Apocalypse Now. Oui. Ah, vous l'avez donc vu. Ok, Ouais, ok, très bien. ouais. Parfait. C'est donc un film qui raconte l'histoire d'un gars qui est à l'armée parce qu'il ne voulait pas y être, parce qu'il y a échoué finalement. Et donc du coup, dans cette scène d'ouverture, on peut pas s'empêcher de penser à Full Metal Jacket, on vient de le dire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, il le prend d'une manière comique. Parce que notre personnage principal, Andrew Swofford, fait ses classes et le fait de manière assez drôle, sur un fond de Don't Worry ou Be Happy. Donc il y en a une espèce de contre-pied dès le départ à se demander qu'est-ce qu'on va raconter. Parce que quand on prend la référence de Full Metal Jacket et Platoon, on se dit qu'on va parler, pas forcément du Vietnam, mais en tout cas on va parler d'un film de guerre et ça sera lourd et ça sera pénible. Et dès le départ, en fait, non, pas du tout. Oui, c'est ça. En fait, en gros, ce qui aurait pu être un pamphlet se transforme en une satire, en gros. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien dit, hein. Ouais, non, Oui, je le trouve assez ça nous classe, a je peux vous mentir. coupé la chic. Ouais. Ouais, Et tu tout vois. ça sans savoir ce que veut dire et pamphlet et satire. Et ça, c'est quoi, tu dis? Comment vous dites? Panky? Non, mais effectivement, c'est pris à la blague, mais le propos, au final, restera à peu près le même, hein, je pense. Oui, Enfin, on verra disons que si c'est on va bloquer là-dessus, mais- c'est intéressant. Moi, j'ai plutôt vu une référence dont on parlera plus tard, mais voilà. Donc, le petit Swofford fait sa petite formation de soldat. Il court, il crie, il gambade, et puis finalement, les classes se terminent. Il est envoyé dans le 2e peloton. Il arrive dans le dortoir, et à peine arrivé, ses collègues lui sautent dessus et veulent le marquer au fer rouge, histoire de marquer son entrée dans l'équipe. Lui n'est pas du tout d'accord, il n'a pas envie d'être cramé au fer rouge, donc il se débat et ils s'y mettent à 6. Ouais, il donne du fil à retordre. Il envoie une Oui, tout à petite fait. pichenette Oui. piquer des coquilles-grues. Oui. Un pied-bouche. Un bon petit pied rouge. Il y a de ça. Une patate de forain, comme on dit. Tout à fait. La PDF. Donc du coup, le petit, il veut pas se faire marquer au fer rouge. Clairement, il est pas content d'être là. Donc il fait le tir au flanc. On le retrouve en train de boire une bouteille de laxatif parce qu'il essaie de faire passer sa grippe intestinale pour ne pas aller s'entraîner avec les copains. Et donc du coup, commence une scène de flashback qui résume assez vite fait en 2-3 plans la jeunesse de ce jeune homme, avec un père violent, avec une sœur dans un hôpital psychiatrique, avec une mère en larmes et clairement une maison toute pourrie. Bref, le mec n'a pas une vie géniale. Oui, mais il baise. Ah oui, c'est vrai qu'il baise. C'est vrai. Il baise. Ah, Il baise. du coup, c'est un peu mieux. Voilà. Ça, je parce peux que vous dire, c'est pas donné à tout le monde. le propos est de le mec a raté la fac car il baisait. C'est vrai. Voilà. Et C'est un très bon motif. bah, c'est un excellent tout à fait. motif. C'est Tout à fait. à peu près le meilleur. Hein, Il y en a qui ratent la fac parce que ils jouent à des jeux vidéo. Bah, au Oui. moins, là, c'est il aura une fait autre son manière de le faire. Il y a certains jeux, je suis désolé, c'est mieux que du... Ouais, non, je vais pas aller au bout de ça. expérience. Non, on Enchaînons. a 2 doigts d'être Non, crade, non, en non, fait. non. Mmh. Ouais. Et vraiment un peu pitoyable. Et donc cette petite scène de présentation est faite avec un certain brio parce que ça va extrêmement vite. Et ça a un petit côté très cynique qui est quand même le cynisme dans ce film est assez central. Ça fait très années 90, je trouve, parce que la musique est cool, le plan est cool et l'histoire est pas cool. Ouais, c'est ça. Oui, comme je travaille toujours très bien mes sujets, je me souviens plus de la chanson. Est-ce que quelqu'un a le droit de noter ou pas? Et pas du tout, figure-toi. Oui, je l'ai noté, mais je ne le dirai pas. Car Oh, c'était pas mal. Il un a vraiment secret. pas noté. Ok. Alors ça va. Vraiment pas noté du tout. Alors j'ai mon conducteur sous les yeux, je peux le relire intégralement si vous voulez, mais je pense. Ouais, moi que aussi, je n'aurai l'ai pas sous la les yeux. Et... Pareil, hein, mais il n'y a pas du tout le morceau, donc tant pis. Passons pour ce détail-là. Et ben voilà, impeccable. Ensuite, Le jeune Swofford est donc en train de faire caca, tranquillement,
Et quelqu'un pousse la porte de ses toilettes, car c'est peut-être la seule personne sur cette planète qui ne ferme pas la porte quand il fait caca. Voilà. Cette personne, c'est Jamie Foxx, le sergent-chef Sikh, qui vient le chercher, donc sur le trône, et qui lui annonce qu'il va l'intégrer au régiment des snipers, parce qu'il a fallu 6 personnes pour le maîtriser, donc ça a l'air d'être un dur à cuire. Son fait d'armes, quoi. Voilà, tout à fait. On choisit son arme en donnant des coups de pied aux collègues. Ouais. Et donc, c'est pareil en compta, je crois. Tu confirmes que c'est pareil en compta. Le choix des stylos. Tiens, fumier, toi ce sera un 4 couleurs. Bam. En tout cas, dans un collège, ça marche comme ça. Hein. Oui. Ah ouais. Oui, mais là, oui, mais là, oui. Vraiment. Oui, parce que toi, il me semble que tu échanges la sécurité des élèves contre les cigarettes, c'est ça? Exactement, chocolat. Il me semble, oui. Tout je ne pas, hein, je trouve ça vraiment ridicule et très dangereux. Donc je préfère mettre des chassés à des enfants, plutôt c'est plus sympa. Des chassés. C'est pour ça que l'éducation nationale prolonge ton contrat tous les ans, c'est ça? Bah là maintenant ils l'ont prolongé de manière indéfinie, hein, donc c'est plutôt assez pratique. Parce que l'éducation nationale aime la violence, bien sûr. Voilà. Comme notre petit personnage qui est toujours à l'armée. Oui, tout à fait. Il commence sa formation de, je vais pas dire petite à chaque fois, ça devient saoulant. Il commence sa formation de sniper. Et là, on est encore dans une coolitude absolue. Parce que on les voit courir, ils chantent des petites chansons, il fait le clairon à la bouche, ça fait rire tout le monde, tout ça. Et là, tout d'un coup, un petit retour à la réalité. Ils sont en train de se rouler dans la boue comme des gnous, parce que dans l'armée, on aime bien faire ça. Ils sont en train de ramper sous des barbelés. Il y en a un qui fait une crise d'angoisse, qui relève la tête et qui prend une balle dans la tête. Oui, parce qu'ils tirent au-dessus de leur tête à balles réelles. Hein. Ouais, ça, c'est pour qu'ils entendent le vrai bruit des balles, les balles qui sifflent. Voilà, c'est ça. Parce que l'armée, c'est cool. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur toute cette phase d'entraînement et un peu donc de chamaillerie, je dirais. Il y a une espèce d'esprit de chamaillerie dans ce corps-là. J'y ai vu un parallèle avec un film qu'on a déjà traité, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, j'ai vu un mec assez baraque et chauve en train de hurler sur un mec derrière une batterie derrière. Je pense que c'était la même, c'était un peu la même ambiance, tu vois. C'est possible. Voilà, il n'y a pas un autre film, on a encore repensé à ça. J'ai l'impression qu'on regarde que des films de sergent. C'était rapport à la. Alors non, je pense que c'est parce que dans un numéro, on a parlé de la batterie de. Information à ne pas divulguer. Qui nous rappelait fortement celle de Whiplash. En fait, j'ai un peu l'impression que ce podcast. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge autour de Whiplash. De ouf. Mais ouais, il y a un multivers qui est en train de se dresser. Vivement que Ryan Johnson fasse un remake de Whiplash. Oh, et bordel là, de merde. on sera bien. Là, ça s'appellera Whiplet. Exactement. Je rappelle que Iñárritu a tendance à détester absolument tout ce qui existe. Oui, mais attendez, les gens dans la globalité, de manière générale, les humains, probablement l'armée, mais je suis pas sûr. Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous ne l'avez pas encore entendu, mais on a fait un podcast sur Iñárritu. On a percé tous ces petits secrets de création. Alors là, on l'a percé à jour, le petit pote. Ouais. Je rappelle qu'il a le droit de nous appeler s'il veut parler un petit peu. Oui, vous avez la 2 va vous surprendre. La 2 va vous surprendre, exactement. Oui, car tous les réalisateurs sont invités à venir hurler sur notre plateau, bien sûr. Ah oui, surtout Ryan Johnson. Surtout Ryan Johnson, parce qu'on lui a consacré beaucoup d'amour. Et on n'a pas fini. Donc ouais, ce petit coup de mitraillette dans la tête d'un soldat, c'est là que j'ai eu mon petit flash. Ça me fait beaucoup penser à Starship Trooper. Exactement. Parce qu'il y a ce mélange de deux choses, donc de prendre la vie de soldat et la vie entre potes comme quelque chose d'assez rigolo, et de présenter un certain héroïsme en même temps, d'avoir un second degré et en même temps quelque chose de réaliste. Ça m'avait pas frappé au départ, et en le revoyant, ça m'a vraiment beaucoup frappé. Je me suis fait la même réflexion. C'est vrai que le parallèle avec Starship Troopers, il est hyper pertinent, parce qu'en plus, il y a à peu près la même scène dans Starship Troopers. Ils sont juste pas en train de ramper sous des barbelés, mais c'est peut-être un film dont il faudrait qu'on parle un jour, parce que ça pourrait être hyper intéressant. Ah, il va falloir, ouais. En plus, d'autant plus que pour le coup, Starship Troopers, c'est clairement un pamphlet contre la guerre médiatique, hein, donc clairement la guerre du Golfe. Et au final, oui, il y a une vraie cohérence. Pour le coup, j'avais pas le parallèle, mais maintenant que vous le dites, effectivement, il est assez frappant. Ouais, c'est vrai que. Mais il va falloir en parler. Ouais. Je pense que 100%. Pour beaucoup, c'est une espèce de nanar astronomique, alors que je pense qu'il doit être au pinacle, j'ai envie de dire, des films de SF.
Mais je pense que les gens sont revenus de ça, parce que c'est vrai que ça a été reçu comme ça à l'époque. Entre-temps, on a compris ce qu'était le second degré, et les gens ont revu leur copie, mais ça fait quelques années déjà, donc je pense que maintenant, c'est un peu plus admis qu'il a été compris. Il mérite sa place quand même. C'est quand même 100%. un très grand film de guerre finalement, sous ses aspects film d'adolescents mongoliens qui partent faire pam boum boum sur des araignées. Au final, tu dis, il y a un parallèle qui est quand même assez évident, mais même sur le film global en fait, sur la totalité du film. Exactement. Parce que je pense que c'est des réalisateurs qui parlent de films et de guerre et qui veulent donner quelque chose de vivant sur la guerre, mais qui détestent ça. Exactement, oui, complètement. C'est tout à fait ça. Et je pense que j'aurais peut-être pas reçu le film de la même manière si j'avais pas vu 1917 avant. Oui, parce qu'on peut se poser la question de... Moi, je pense que je l'ai vu différemment après avoir vu 1917. Alors, à savoir que moi, c'était, j'ai envie de dire, mon dépucelage. Je crois que je n'ai vu aucun autre film de Sam Mendes. Même American Beauty, tu l'avais pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. J'en ai vu un morceau, ça m'a pas passionné. Je n'ai pas vu Les Sentiers de la Perdition. Je n'ai pas vu Les Noces Rebelles. Je refuse de voir tout ce que a fait Daniel Craig en tant que James Bond, et je n'ai pas vu 1917, et je rêve de voir Empire of Light. Voilà. Ouais, putain, je l'ai raté aussi. Je me suis haï. Moi, il attend. Sinon, il attend tranquillement. Mais effectivement, je me dis que il faudrait quand même que je m'y intéresse. Mais déjà 1917 m'intéresse. Clairement. Oui, il faut le voir, c'est un grand film. Mais voilà, après, concrètement, je pense que oui, j'ai à voir dans cette filmographie. Ouais. Clairement, 1917, pour moi, c'est un des plus gros crushs de ces 10 dernières années. Vraiment. Il est incroyable à tout point de vue, ce film. Tu m'as déjà dit, tu m'as largement convaincu. Donc je le regarderai. En gros, ça veut dire passe à autre chose, tu commences à me saouler. Merci. Exactement, tout à fait. J'apprécie cette bienveillance, moi, j'avoue. Ben oui, on est une équipe soudée. De vrais amis. Du coup, la formation se termine et là, on comprend vraiment qu'on est dans les années 90, car on annonce que les petits vont partir à la guerre et qui vont donc participer à la guerre du Golfe. Là commence quelque chose d'assez rigolo. Ils descendent de l'avion. Encore une fois, c'est dans la coolitude et là, encore une fois, des plans qui font penser à Starship Troopers avec des soldats bien rangés, vus de haut, c'était assez rigolo. Et apparaît en bas de l'écran... Dans le désert depuis 14 minutes. À la première apparition, on se demande quelle est l'idée de mettre ça, et on comprendra tout au long du film. Oui. Les soldats se retrouvent dans une tente où le lieutenant-colonel leur fait la présentation, essaie de lever les foules. Clairement, on est face à... soit un one-man show, soit un discours politique. Donc en gros... Non, 100%, c'est du stand-up, ce qui se passe là. Oui, clairement, c'est ouf. Hein. Dans les attitudes, dans la façon d'alpaguer la foule, dans tout ça, tous les codes du stand-up. Cet aspect coolitude, en fait. Au final... alors, je sais pas si c'est un reproche, tu vois, c'est un truc que j'ai noté. Un de mes films cultes personnellement de guerre, c'est Platoon. J'adore Platoon. Je trouve que c'est vraiment un incroyable film à l'époque où les enfants l'ignorent, mais Oliver Stone à une époque savait faire des films. Oui, je sais pas. C'est un vrai problème, je pense, des films de guerre en général, que ce soit des films qui dénoncent ou qui sont un peu pro-guerre entre parenthèses, ou en tout cas très patriotes. On donne toujours un aspect très cool à la guerre. Oui, on la rend sexy, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui a quand même amené beaucoup de jeunes à s'engager en tant que pilote après Top Gun. Quand tu regardes Platoon, quand tu regardes Full Metal Jacket, voilà, il y a beaucoup de scènes en fait qui donnent un aspect extrêmement cool, parce que malheureusement au cinéma, en tout cas, la violence c'est cool. Et du coup, le film pour moi souffre un peu aussi de ça, mais malheureusement, voilà, ça donne un côté un peu bipolaire dans ce film qui veut dénoncer, mais en donnant en même temps un côté très 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 cool à tout ce que ça dénonce, quoi. Ouais, mais je pense que ça fait partie du message, comme dans Starship Troopers, le fait de rendre la guerre cool, fun, etc. C'est une manière de te questionner à toi sur ton rapport aux choses, en fait. C'est juste parce qu'on te la montre comme ça que voilà. Du coup, ça a un sens en fait de la montrer de cette manière. Oui, non, mais j'entends bien. Parce que le discours du colonel, clairement, c'est quelque chose d'anormal. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai reçu. Ah oui. C'est sûr qu'il a des jeunes bêtas qui sont prêts à partir à la guerre et qui sont tout vénères, mais c'est pas normal. Ils arrivent à la guerre, on va pas leur dire « Ouais, c'est trop bien, on va leur péter la gueule. Wouh !» Et c'est plus ou moins ce qu'il fait, quoi. Je voudrais juste parler un peu de réal et d'étalonnage. Je trouve que toutes les scènes dans le désert sont... La lumière de ce film est incroyable. Ça m'a frappé, là, en revoyant le film. Je repensais à la critique qu'avait fait un de mes amis sur le film Dune de Denis Villeneuve,
qu'il n'a pas aimé parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est que ce désert dans lequel j'ai froid. C'est pas normal. Et parce que la façon de filmer de Denis Villeneuve, elle n'inspire pas la chaleur de manière générale. Elle n'inspire pas la canicule. Et t'as pas chaud avec les personnages. Ce avec quoi je suis un peu d'accord, même si ça m'a absolument pas gâché le film, que j'ai adoré. Mais je suis d'accord avec ce point-là, que c'est un désert froid qu'on nous montre et c'est pas normal, surtout connaissant l'univers de Dune. Et là, pour le coup, j'ai vu un gars qui savait filmer le désert et qui savait te faire crever de chaud. Le fait qu'il fasse 37 degrés quand j'ai regardé le film, ça devait jouer aussi. Mais clairement, la lumière est pour beaucoup dans ce sentiment d'étouffement et tout ça. Ouais. Cette espèce de pâleur de tout ce que tu vois qui est baigné dans une lumière trop forte. On est à fond dedans et l'ombre de la tente est déjà rafraîchissante à voir. La tente sous laquelle il y a le commandant qui fait son stand-up. Donc j'ai trouvé la lumière brillantissime et à plus forte raison vers la fin, mais on y reviendra. Ouais, parce que du coup, la pellicule est quasiment complètement cramée et c'est ça. Et c'est très fort parce que on arrive à avoir une pellicule cramée, donc voilà, l'image est trop blanche, l'image est trop éclairée, mais pourtant ça reste net et ça reste extrêmement beau, quoi. Et le tout avec un rendu de pellicule un peu sale à la Nolan. Ouais, du coup ça donne aussi un côté un peu documentaire à l'ensemble qui est pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, tu vois, il y a en plus il y a cet aspect. Le film est filmé sans aucun confort. Parce que eux n'en ont pas. Et en gros, le film est sale, le film est poussiéreux, le film il a du sable dans les chaussettes, tu vois, en fait c'est ça, tu sens que le film est filmé de la même façon que les gars vivent ça en gros. C'est ça, il est tout le temps shaky cam un peu pour le moindre plan, c'est-à-dire la caméra, le plan tremble en permanence, le sujet il est jamais tout à fait fixe en fait sur son écran, sauf à quelques moments, mais sinon dans l'ensemble, c'est le bordel ce réal. Et effectivement, tu ressens un inconfort visuel qui ne vient pas c'est pas simulé par une laideur ou autre, justement, c'est très maîtrisé, c'est très beau, je trouve. Mais ça, il y a ce traitement qui rend le truc un peu inconfortable, comme tu disais. Ouais, parce que le film est inconfortable. Oui. Ah ouais, tu trouves? Non, mais enfin, c'est ce qu'il, en fait, c'est ce qu'il veut en faire, le faire pas. Il y a zéro confort, en gros. Et toi, quand ils sont dans leur trou, quand ils sont même sous la tente, dans les moments de détente, tu vois, qu'ils crèvent de chaud, enfin, tu vois, qu'ils s'emmerdent. Enfin, on montre ce côté cool via la musique, via le côté rock'n'roll, la guerre, c'est rigolo, on a des flingues, on fait pampan. Mais à côté de ça, non. Et justement, pour le coup, alors, je peux pas trop en dire parce que sans spoiler la fin, mais c'était un peu ce que je lui reprochais à l'époque. Qui cette fois pour le coup j'ai compris et ça m'a vraiment donné une double lecture au film parce que c'est voilà et enfin on y reviendra tout à l'heure mais voilà. Du coup je vais me permettre de te reprendre parce qu'ils ne sont pas en Irak. Non, ils sont en Afghanistan. Oui, ils sont en Arabie Saoudite, je crois. Parce que les troupes sont envoyées en Arabie Saoudite, qui est un pays allié aux États-Unis, pendant que Saddam Hussein fait de la merde, et ils ne passent pas à l'attaque. Les soldats attendent la guerre. Et c'est pour ça que ensuite, très vite, on sent que l'ennui s'installe, notamment les premières scènes dans le désert, ils se retrouvent dans une tente à se comparer leurs photos de copines, à se branler, à faire les Le film tourne énormément autour de la masturbation. De la main gauche. Et avec tout ce sable, je pense qu'il doit se faire des peelings de bites. Ça doit pas être beau à voir. Hein. Elles doivent être lustrées. Avec une humidité ambiante qui doit créer des folies dans les caleçons. Ah ouais, ça doit être un calvaire. Tout à fait dégueu. Je vous propose qu'on avance un peu parce que là je suis mal à l'aise. Parce que clairement chez toi il fait très chaud actuellement. C'est terrible. J'ai pris une position de nabab. C'est dommage terrible. Que vous n'ayez pas l'image, chers amis qui nous écoutaient. Oh oui. Donc ouais, l'idée de l'arrivée dans le désert, c'est plutôt l'ennui et les gars qui sont sous la tente comparent leurs copines et petit à petit commencent à arriver les lettres, les vidéos, les coups de téléphone et un certain nombre se retrouvent trompés par leurs copines. Donc on a un plan assez rigolo sur The Wall of Shame où les photos des copines sont affichées, les copines infidèles. On est vraiment dans une espèce d'entre-soi masculin, c'est le Boys Club mais à leur niveau 2000 là, c'est incroyable. Tout tourne autour des meufs, tout est un objet et c'est leur seule meuf en fait, c'est leur flingue quoi, c'est incroyable. C'est vraiment ça, c'est mon flingue et ça c'est mon dard de Full Metal Jacket. Là on est mais à 100% dedans, c'est terrible. Ils sont clairement présentés comme des branleurs quoi. Ah bah pour le coup et puis littéralement il le dit suffisamment. Quand on rappelle, il fait la liste au tout début, il fait une liste de ce que fait c'est le parfait manuel du soldat qui s'ennuie où en gros il explique entre chaque chose il se branle en fait. Ouais c'est ça. Donc effectivement ce sont pour le coup de vrais branleurs. Ouais. Donc les petits bonhommes s'embêtent dans le désert et commencent un petit moment
moment où qui va un peu changer leur vie et changer le ton du film. Il y a une journaliste qui arrive pour tourner un documentaire, et c'est là que un nouvel aspect apparaît dans le film, c'est le traitement médiatique qui présentait la guerre comme quelque chose de cool, parce que l'armée américaine envoyait des images de la guerre propre, de soldats tout beaux, tout propres dans le désert. Ouais, c'est ça. Ça a été une opération de pub, de com, mais folle, quoi. Ouais, de ouf. Bah, est-ce que c'était pas la première guerre, entre parenthèses, que faisaient les Américains après le Vietnam? Et autant dire qu'il fallait quand même sacrément redorer le blason, parce que autant ils estiment avoir fait match nul dans le meilleur des cas au Vietnam, autant là il n'était pas question d'y arriver pour faire match nul, quoi. Il fallait montrer que c'était eux les plus beaux et les plus forts. Et pour ça ils l'ont fait. Fallait prendre les 3 points. Quoi. Et ils l'ont fait façon Hollywood, quoi. Ouais. Du coup. Cet aspect médiatique est présenté à travers un documentaire. Donc là, on passe en caméra documentaire où on voit tous les soldats qu'on a brièvement caractérisés au début du film. On leur donne comme consigne de rien dire de négatif. Ils disent c'est une guerre géniale, tout va bien, on est hyper heureux, on va gagner, on est super. Et donc du coup on leur dit de dire ça. On voit Swofford, le personnage principal, qui se plie à l'exercice et qui ne dit pas grand chose. On voit les petits rigolos qui font coucou à la caméra, j'envoie un bisou à ma maman, tout ça. Et première caractérisation du binôme de Swofford, parce que les tireurs d'élite apparemment il y a un qui tient le fusil et l'autre qui donne les informations et qui donne le top du tir. Oui, je crois que c'est le spotter et le tireur, je crois, de base. Je crois que c'est ça, hein, c'est le truc. Il y en a un qui spot, donc il y a une lunette et qui prend les informations sur le terrain, prend la vitesse et qui du donne vent, les instructions de tir au tireur. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, en fait, dit qu'il est heureux d'être soldat parce que s'il était resté au pays, il aurait une vie vraiment toute pourrie. Là, ça montre quelque chose qui était plus ou moins sous-entendu, c'est que les gars qui sont là, en fait, sont des pauvres gars en général. Ouais, c'est ça. Des mecs qui ont pas des vies terribles et qui ont choisi l'armée parce qu'ils ont pas grand-chose d'autre, quoi. C'est ça, on les fout là pour je pense que malheureusement, alors je ne me prononcerai certainement pas au nom de quelconque militaire ou autre qui aime leur métier, leur carrière, mais je pense et encore plus aux États-Unis qui ont peu de débouchés pour pas mal de monde, et je pense que c'est vraiment la dernière porte de sortie, quoi. Tu sais, c'est vraiment une voie de garage en disant bon ben voilà, ma vie c'est de la merde. Et au final, toi, c'est un truc que dépeint. Alors c'est un bon film avec un sujet extrêmement maltraité, mais c'est exactement ce que dépeint American Sniper, avec ce côté au final je vais aller faire la guerre parce que j'ai que ça à foutre en gros, et que ça va me donner un sens, ça va donner un sens à ma vie, quoi. Et encore une fois, on peut revenir sur Oliver Stone avec Né un 4 juillet, qui est exactement ça, quoi. C'est on en a donné un sens à ma vie. Bon, par contre, on va tout enlever et puis tu retournes où t'étais et puis ça ira bien comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de gens qui ont fait le Vietnam, qui ont fait la guerre en Irak, en Afghanistan et ainsi de suite, où au final t'es cadré, on te donne un sens à ta vie et on te l'enlève du jour au lendemain, quoi. Et là, je pense que ça commence à transparaître dans ce film, quoi. Après, et d'une certaine. Non, vas-y. Pardon, vas-y, Bertrand. Non, vas-y. Allez, je t'en supplie. Voilà. C'est toujours moi qui prends la parole, j'en ai marre. Je parle beaucoup ce soir. Je me barre regardez, je m'en vais. Je raccroche, c'est tout simple. Juste, c'était pour rebondir sur les deux exemples de Thomas, Né un 4 juillet et American Sniper, c'est quand même deux extrêmes qui racontent pas la même chose, quoi. Né un 4 juillet, c'est vraiment la détresse complète du soldat, qui est pas mal en rapport avec Sam Mendes, avec ce film-là. Et par contre, American Sniper, ça pue l'héroïsme à la con, quoi. Ouais, c'est un film pro-guerre, mais quand très malodorant. C'est un film de Clint Eastwood. C'est un film de Clint Eastwood, donc c'est un film pro-guerre. J'ai trouvé le film très bien pour le produit, le côté film. Effectivement, quand tu t'intéresses plus de 3 secondes à la vie de ce pauvre type, non, le mec, c'était clairement pas un héros, c'était juste un tueur en série qui a trouvé l'occasion qu'on lui dise c'est vachement bien que tu sois un tueur en série. Voilà. Parce qu'au final, tu dis, il aurait pas fait la guerre, il aurait probablement fait la même chose. Il aurait mangé le visage de sa femme ou épluché ses enfants. Mais clairement, c'était juste ou peut-être même les deux. Mais c'était vraiment juste un sociopathe qui s'est dit, je vais aller à la guerre tuer des gens, quoi. Et voilà. Mon propos, c'était vraiment dans l'aspect film, juste montrer que effectivement, quand t'as rien d'autre à faire, ce qui est peut-être moins le cas, je pense, en France, où est-ce qu'ils ont essayé de développer une armée de métiers, et je pense que c'est peut-être plus compliqué, en tout cas je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de troufions, parce heureusement pour nous, la France n'est pas un pays qui se dit tous les 4 matins qu'ils vont aller attaquer la terre entière, contrairement aux Américains. Et au final, t'as quand même... Oui, c'est pas un pays qui glorifie par la pas pop autant que culture les Américains, qui eux, par contre, tous les 4 matins, c'est tiens, on va aller là-bas, on va aller fumer, mais alors juste pour le kiff, parce qu'en plus on fabrique énormément de munitions, il faut bien les tirer dans des gens.
Et s'ils peuvent être pas de la même couleur que nous, c'est encore mieux. C'est plus facile à vendre. Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ce dont on parlait, là, la condition du soldat avant, pendant et après, la série Netflix sur The Punisher, abordait, dans sa saison 1, abordait vachement bien ce sujet-là, avec le personnage justement du gars qui devient une espèce de terroriste de fou, qui en fait est un soldat qui est jamais revenu et qui ne s'est jamais senti utile dans son pays, et qui blâme absolument tout et tout le monde juste parce que c'est un psychopathe à qui l'armée a donné une raison de vivre, en fait, quoi. Et donc ça traite ce sujet de façon assez frontale. J'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup. Avec cet acteur incroyable dont je ne retiens jamais le nom. John Bernthal, bien joué, exceptionnel. Mais il y en a plein même tu peux prendre, t'as plein de films qui en fait c'est un biais alors je dirais pas le mot qui me vient, c'est facile, mais c'est pas un biais facile, mais c'est un biais que tu peux aisément utiliser. Au final, il perd tout. Tu te dis c'est ce que je disais hier soir dans le film, c'est comme si on te disait un matin, tu te lèves, on te dit voilà, t'as plus rien. Tu repars de zéro, c'est fini. Tout ce que t'as construit là, on enlève tout et c'est reparti. Tu repars à un point donné de ta vie où tu étais au début de tout ça. Et t'imagines, enfin, d'un point de... Puis surtout que les gars, ils voient des horreurs, finalement. Les mecs qui sont partis au Vietnam, qui ont vu des choses affreuses et ainsi de suite ou autre. Tu te dis, quand tu reviens, on t'enlève tout ce que le peu que t'as réussi à construire. Surtout quand souvent, on t'a expliqué par A plus B que tu construirais rien. Tu construis quelque chose et on te l'enlève et tu repars à zéro. Enfin, je pense que c'est impossible de te construire là-dessus. Donc, c'est pour ce que Non, c'est un peu compliqué de devenir stable par la suite, c'est ça, surtout quand t'es américain. Oui, ce que perdent souvent les soldats, c'est leurs copines. Et une paranoïa s'installe parmi le régiment petit à petit, parce que tous, enfin, les uns après les autres. Très belle transition. Ouais, t'as vu, hein? Non, mais là, c'est super, c'est incroyable. Non, là, ça faisait 5 minutes que je la travaillais, là. C'est du Nagui. C'est du Nagui. Je vais coller un gros caca! Non, ça marche pas. De Nagui, il va être question par la suite, j'annonce. Ah bon? On y reviendra. Vous inquiétez pas. Là, je suis curieux. Vous aurez mon Donc, du coup, je vais faire un enchaînement de merde. Je vais le commencer par donc. Donc, la paranoïa s'installe parmi les soldats et Swofford commence à être de plus en plus travaillé, même si sa copine lui dit que non, en fait. Et ils ont quelques jours de permission, 2 jours de permission. Ils rentrent à l'arrière du front, même s'il n'y a pas de front, vu qu'il n'y a pas de guerre. Swofford appelle sa copine et sa copine lui dit non, tout va bien. Et le coup de téléphone passe pas bien, ça coupe avant qu'il ait la conclusion. Et là, la chanson, pour illustrer ça, c'est Something in the Way de Nirvana. Cette chanson qui déclenche chez moi, qui clairement, ces gens-là sont rentrés avec un syndrome post-traumatique. Cette chanson est pour moi un syndrome post-traumatique parce que j'avais peur que Robert Pattinson arrive très lentement, très lentement, je ne te supporte plus, et qu'il reparte très lentement. Très lentement. Alors effectivement, à chaque fois que j'entends cette chanson, je te jure que c'est vrai, j'ai des frissons qui me parcourent l'échine. Mais à chaque fois, cette chanson... Mais quel genre de frissons? Du genre, mon Dieu, il arrive. Mais c'est bon, je peux y aller, il va arriver très lentement. Je suis Batman. Parce que pour les auditeurs qui n'ont pas le sous-texte, en fait, Thomas déteste Ryan Johnson et le dernier Batman. Ouais. Voilà. Et le dernier Batman... Sinon, il était cool, le dernier Transformers, ou pas? J'ai pas vu, non. J'y suis pas allé. C'était une manière pour moi de t'envoyer une pique. Alors, attention, j'ai jamais dit que j'étais une référence, d'une. Et non, et pour le coup, alors, écoute, je peux m'en lancer une, si tu veux, j'ai bien aimé le dernier Flash. Enfin, j'ai bien aimé Flash, tu vois. Donc, je peux me lancer des pics tout seul. J'ai d'acteurs problématiques. Ah oui, alors lui, par contre, non, je l'aime pas du tout, par contre. Je trouvais que c'était un mauvais Flash avant. Bravo, Thomas. Non, mais écoute, pardon, je veux pas te mettre dans la sauce, mais là, ta carrière est terminée. J'écoute essentiellement Pantera, Rammstein, je ne lis que du Welbeck, voilà. Attends, Motley Crue, t'es fan? T'as un problème avec Pantera ou... Ah non, avec Pantera, non. Ou tu vas fermer ta gueule. Voilà, merci. Tout de suite, allez, monsieur le rocker. Ouais. Par contre, Motley Crue, je suis d'accord, c'est un rocker peu de diamant, va. Ah ouais, c'est vrai, c'est de la merde.
Non, parce que j'aime bien Pantera après, c'est juste le. C'est juste les gros sudistes. C'est ça, voilà. Bon, peut-être un petit peu de mal. Voilà, j'ai plus de mal avec le. Avec le bon vieux tonton Filou, le tonton facho. Filou la filoche, comme on l'appelle. En fait, c'est ça, Phil Anselmo, c'est devenu le tonton gênant, tu sais. Tu sais, c'est le fameux. Oh, écoutez, moi, ils me dérangent pas, mais tant qu'ils sont chez eux. Je pense qu'il doit dire littéralement cette phrase quand ils font des repas de famille. Bon, après, c'est l'avantage, c'est qu'ils disent 11h pour l'apéro, et en fait, il est bourré quand il arrive. Ce qui lui permet d'être plus vite dans la phase tonton gênant. Mais il en sort également plus vite puisqu'il s'endort dans son vomi sur les coups d'11h42, 44. Voilà, sur le nouveau-né qui tenait dans sa boîte. Tout à fait. Et qui, du coup, est mort étouffé. Et couvert de vomi. Voilà. Alors, enchaînons par un petit donc. Swofford pète les plombs. Apparaît de nouveau un encart de décompte. Et là, ce coup-ci, on n'est plus à 14 minutes, on a... Dans le désert depuis 122 jours. Clairement, ils font rien. Ils font rien. Mais surtout qu'il commence le film en plus en disant on sera rentré avant même le temps que t'aies eu le temps de chier je sais plus quoi ou autre. Enfin en gros pour eux ils sont là pour 2 jours que c'est censé être un truc éclair et qu'ils repartiront et au final visiblement non. Et c'est ce que les médias nous présentaient. Oui, c'est ça. Et il y a aussi il me semble que dans les encarts de temps, il y a également les encarts de soldats déployés. Quand ils arrivent, ils sont genre 60 000 et au fur et à mesure du film, à chaque fois, ils en rajoutent 150 000 de plus parce que, voilà, tu sens que Bush, il avait besoin de montrer que son sexe est énorme. Donc il avait le choix entre acheter un 4x4. Parfaitement fonctionnel, voilà. Je vous l'assure. C'était soit j'achète un 4x4, soit je prends une femme de 20 ans, soit je déploie 500 000 hommes. Alors, on va mettre un vote et un sondage et celui qui pour savoir ce que vous pensez plutôt au niveau de son sexe, ce qu'il a choisi de faire. Envoyez votre choix au 32 10 10. Tout à fait. Envoyez sexe au 32 10. Envoyez bouche sexe. Bouche sexe. Vraiment orthographez-le bien. Ouais, faites attention. Et envoyez-le à la bonne personne. Les soldats donc du coup ne font rien, ils s'emmerdent, ça fait 122 jours et là est évoqué ce dont tu parlais Thomas, c'est que l'armée leur fournit un peu tout à leurs problèmes, ils leur fournissent à bouffer, ils leur fournissent de la médecine quand ils ont bobo, ils leur fournissent tout. Mais le seul truc qui ne savent pas traiter, c'est les gens qui sombrent dans la folie. Parce que c'est pas quelque chose d'envisagé par... Oui, c'est l'ennui profond et total. Ouais, profond et total. Ils sont coupés de tout. Ils sont entre mecs. Et à noter que c'est intéressant. Le film a été fait longtemps après, d'autant qu'il est sur des mémoires. Mais si je me rappelle bien, le syndrome post-traumatique dont tu parlais tout à l'heure, Thomas, a été formulé pendant la guerre du Golfe, en fait. Oui. Ouais, il me semble que c'est quelque chose qui n'existait pas, entre parenthèses, après la guerre du Vietnam. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on a beaucoup ou pas assez, je ne sais pas, parlé après la guerre du Golfe. J'ignorais ça, que c'était la date de création du concept. Ouais, tout à fait. Donc après, on a commencé à traiter les gens de ça, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est un tout en fait. Le problème, c'est que à partir du moment où tu médiatises la guerre, tu finis par montrer une image qui forcément au bout d'un moment, quand c'est pas la vraie, surtout que on a été gavé d'images bon maintenant on y est habitué, mais à l'époque ça n'existait pas en fait d'avoir autant d'images du front et ainsi de suite et au final je pense qu'à partir du moment où tu crées autant de fausses images ou en tout cas de belles images, il y a un moment où quand la vérité remonte aussi forcément tu t'es obligé de t'expliquer sur les choses. C'est aussi ça, je pense, qui a amené des gens à parler. C'est ce qu'on voit quand il explique, en fait, quand il est filmé, où on lui demande de dire c'est super, tout va bien, machin, et qui finit par dire non, en fait, j'ai pas envie d'être là, je veux rentrer, je me chie dessus, j'ai très peur. Au final, c'est juste ça, c'est que tu te dis qu'il y a un moment où forcément les gens parlent. Je me demande, à l'ère des réseaux sociaux, ce que ça pourrait donner une guerre qui, alors malheureusement, on en a beaucoup en ce moment, mais ce genre de choses, en fait, est-ce que l'armée serait encore capable de contrôler ces hommes au point de les empêcher de faire des TikTok ou on le voit en fait avec le conflit en Ukraine. Il disait que je crois que c'est Telegram qui est beaucoup utilisé par les soldats ukrainiens pour montrer en fait la réalité de tout ça et qu'au final les Russes eux n'en sont pas conscients parce que eux sont plus verrouillés et tu te dis à l'ère des réseaux sociaux ce genre de guerre menée par un gouvernement qui se veut vous avez vu la guerre c'est génial on a des gros flingues. Qu'est-ce que ça pourrait vraiment donner en fait la guerre du Golfe 2023 qu'est-ce que ce serait là? Ouais.
J'ai pas hâte de le savoir, Non. je préfère pas vous mentir. Hein. Mais c'est bon, Voilà. détendez-vous, les fascistes vont pas tarder à arriver. On va Oui, avoir oui, des oui. bonnes bonnes guerres un petit peu partout, on va bien rigoler. vous inquiétez J'aime pas. bien le vont pas tarder à arriver. Pour revenir à nos soldats, ils sombrent plus ou moins dans la folie. C'est le cas de Swofford, ils s'emmerdent. On arrive à la nuit de Noël où Swofford va trouver quelqu'un qui deal de l'alcool. Personnage, si j'ai bien compris, qui était dans John Krasinski, The Office. Ah, c'est mon c'était lui. chouchou. J'ai même pas capté, putain. C'était John Krasinski, tout à fait. Jim Halpert, Ah oui. également celui qui est à l'heure actuelle et qui devrait rester, si le monde est tourné correctement, Monsieur Fantastique dans le MCU. Ah bon, finalement, il va le rester Non, je dis qu'il devrait si le monde allait mieux. Ah, C'est également le nouveau Jack Ryan. Regardez Jack Ryan. Je Ah sais oui. pas ce que c'est. Alors déjà Jack Ryan, c'est génial, c'est le James Bond entre parenthèses James Bond américain. Il y a une De Tom pléthore Clancy, de films, les Ah oui, premiers donc avec d'accord. Alec Baldwin, avec notamment La Poursuite d'Octobre Rouge, qui est probablement l'un des plus grands films d'espionnage de l'histoire. Ensuite, Dont il y a on eu va ceux avec parler. Harrison Ford. Tout à fait. Il y a eu ceux avec Harrison Ford qui sont un poil moins bien mais rigolo. Il y en a eu un avec Chris Pine qui est très sympa mais qui a vraiment voulu faire un aspect James Bond Daniel Craig. Et ensuite ils l'ont fait en série Amazon Prime avec John Krasinski dans le rôle de Jack Ryan. Merci, bonsoir. Il est très très bien cet acteur. Très très bien, j'aime beaucoup. Ouais. Et puis c'est Jim Halpert. Ouais, bon, pour ma part, Ouais. on en a déjà Toi, parlé non, mais- 500 fois. Jean-Étienne Voilà. regarde Et le monde entier, oui. Oui, tout à fait. Donc nuit de Noël, Swofford est censé être de garde et finalement il s'échappe. Il fit sa garde à clairement le bisu de l'équipe, un certain Fergus qui a la tête du gentil avec des lunettes. Ouais, On voit le bonnet, quoi. C'est ça, c'est le Voilà, geek. qui est dans tous les films de guerre. Hein. On va pas se mentir, Oui, il est toujours. oui, tout à fait. C'est Guignol dans Full Metal Jacket. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est lui Ouais, enfin, c'est pas le même acteur, mais c'est le même Oui, d'accord, caractéristique c'est ça, de je suis en train me dire, personnage. putain, il y a vraiment 40 ans, quoi. Ouais. Non, pas du tout, en plus 20 ans, même pas. 4000 ans. La nuit de Noël se passe, donc les soldats sont dans la tente, ils se bourrent la gueule comme des petits fous. Le jeune Fergus est dehors, en train de faire cuire des saucisses sur des caisses. Son réchaud tombe, fout le feu à une caisse de munitions et tout explose. Faisant des feux d'artifice, ça balance des fusées de détresse dans tous les sens, c'est... Ouais. C'est un vrai festival. feu d'artifice, les soldats sortent des tentes se disant que c'est la guerre. Et en fait, c'est pas du tout la guerre. Ça y est. Et ils sont dégoûtés pour certains. Ouais, ils sont dégoûtés de ouf. Et la seule chose qui se passe, c'est que Swofford, du coup, est puni, parce que c'était lui qui était censé être de garde, donc il est responsable. On le voit boire des litres et des litres et des litres d'eau en plein cagnard pour expulser son alcool, forcé par l'ignoble Jamie Foxx. Et sa tâche suivante, c'est de brûler les latrines. Je savais pas qu'on faisait comme ça, parce que dans le désert, apparemment, on crée des petites cabanes, on met des seaux en dessous, on fait caca dedans, et après on met du pétrole et on fout le feu. Je l'ignorais également et alors surtout pourquoi parce que tu dis finalement t'es dans le désert, tu fais un trou, tu rebouches et l'affaire est pliée, hein. Mais je pense Ça devrait, ouais. J'étais ravi de voir Dennis Eisbert qui se pointe, ça a l'air d'être un bon gradé, un bon officier, qui se pointe pour au moment où Swofford est en train de nettoyer, justement, de purger les toilettes par le feu. Et en fait, il lui dit qu'en gros, il va aller en poser une belle, qu'il va lui laisser un joli cadeau, et que du coup, il est prié de remettre le seau à merde là où il l'a pris, et qu'après, il pourra s'en occuper. Et ce mec-là, Dennis Eisbert, jouait présent aux États-Unis, non? David Palmer, ouais, dans 24 heures chrono. Et j'ai un respect. Il joue également dans Brooklyn Nine-Nine. Ah bon? Ah ouais? Il est très très drôle. Bah ouais, il fait alors si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous le dire, mais il fait un peu le même genre de personnage que Holt dans la saison 3 ou 4, je crois. Voilà. Okay. Donc pareil, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans beaucoup de choses, et il a une classe folle, j'aime beaucoup. Ouais. Et donc je voulais juste revenir 2 secondes. Tu disais sur l'horrible Jamie Foxx. Je trouve que, pour ma part, et on le voit encore plus après, mais c'est déjà le cas, ça doit être un des personnages les plus finement écrits de l'histoire du film de guerre. Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, c'est vraiment tout ce qui fait le sergent instructeur. Il leur parle comme des merdes, il leur mène la vie dure, il les punit, il leur fait des horreurs. Mais tu sens à quel point il aime son équipe, en fait, et ses hommes. Et je trouve que... Et il est constamment ramené à ça, en fait. Parce que il y a pas, genre, un moment dans le film où il se rachète et où il a ce truc, cette révélation de, mais tu sais, je t'aime bien. C'est-à-dire que quand il est pas en exercice, il prend le temps avec ses hommes. Il va leur parler. Il leur demande si ça va. C'est ouf à quel point le personnage,
Enfin, effectivement, il est écrit de Ouais, ouf. je pense que c'est vraiment De le personnage ouf, avec un le deux. plus fin en termes de film de guerre. Alors, je les ai pas tous vus, mais je pense qu'il doit être pas mal dans le classement au niveau de la finesse d'écriture, parce que à aucun moment Alors le moi, je film les ai est tous ouais. vus et effectivement, c'est pas mal. Ouais, Ouais. bah tu vois, impeccable. Mais non, ouais, je trouve vraiment. Vous parliez là tout à l'heure, full métal, je sais plus quoi là. Ça, j'ai pas vu, connais connais celui-là, pas. Mais non, ouais, je pense vraiment. Ouais, non, il est incroyable. Pourtant, c'est un acteur que j'aime pas du tout, Jamie Foxx. Et là, je l'ai trouvé. Pourquoi je sais pas. N'y voyez pas de racisme, hein, forcément. Non, J'allais faire justement la blague. Je vais éviter de la faire. Non, je sais pas. Il joue toujours des personnages de poseurs et c'est. Ah ouais. Ouais, je trouve. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, on voit que c'est vraiment un acteur, quoi. Est-ce que c'est pas quelque chose? Non, je crois que c'est Miami Vice qui m'a tué. Ah ouais, moi je trouve que c'est un très bon croquette, moi. J'ai beaucoup aimé Miami Vice. Ouais, elle était belle celle-là. Vraiment. Alors déjà, Ce je bon suis croquette. très fan de Michael Mann. Ouais, moi j'ai un problème avec lui. Voilà, moi j'adore Michael Mann. Et justement, tu vois, je trouve que, en fait, c'est un personnage il s'est créé avec le temps, Jamie Foxx, justement, ce personnage de poseur. Quand tu regardes les films qu'il fait maintenant, surtout les derniers, là, genre Day Shift ou comme ça, où là, vraiment, c'est des vrais personnages de poseurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faisait moins avant, et je trouve que c'est un acteur qui a réussi à le prouver maintes et maintes fois déjà, depuis quelques années, qu'il était capable de jouer correctement. Enfin, moi, perso, j'adore. Ne serait-ce que, tu vois, là, du coup, j'annonce, hein, je vous le dis, je suis devant l'affiche, ça filmo. Collatéral, il est incroyable, et pour le coup, il est quand même à l'opposé des poseurs. Et encore une fois, c'est Michael Mann, c'est un film que j'ai trouvé incroyable. Ray, Ray, Miami Vice, voilà, Miami Vice, je l'ai trouvé top, mais au final, c'est un film de poseur. En gros, c'est un truc que beaucoup de monde a reproché à Miami. Eh ben, tu vois, ça pourrait être bien en parler à l'occasion. C'est quelque chose que beaucoup de gens reprochaient à Miami Vice, c'est d'en avoir fait cette espèce de film très lent, enfin violent visuellement et ainsi de suite, alors que c'est à l'opposé total de ce qu'était Deux flics à Miami. Mais au final, je pense qu'il en a juste retiré ce qu'il faisait en gros, tu sais, vraiment le sel. Il a enlevé tout l'enrobage, mais au final, ça fait partie du truc d'avoir ces flics de Miami, un peu beau gosse, machin. Il a juste rendu ça Michael Mannien. Et je trouve que les deux, alors après Colin Farrell, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Oui, clairement. Mais les deux sont top. Que Justice soit faite aussi, qui est un film qui est un peu passé à la trappe, qui est un super film que je vous conseille, avec Gerard Butler, qui pour une fois a fait un film bien. Déjà, je pense que ça mérite de le dire. Je te rappelle qu'il a fait Geostorm, hein, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc c'est ce que je disais. Mais tu vois, voilà, il a fait vraiment beaucoup de films bien. Bon, il a aussi fait White House Down, qui, bah du coup, je le déteste. Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Bon, moi, je déteste Michael Mann. Je le dis, je le redis, je le redis. Et j'adore Butler. Voilà, tout est dit. Ah, mais j'adore Gerard Butler. Mais tu peux aimer des acteurs en reconnaissant qu'il a pas fait de bons films. Mais tu dis ça parce que tu trouves qu'il porte bien le slip dans 300, à vous. Moi aussi, je trouve qu'il porte bien le slip dans 300. Déjà, c'est un Snyder 300, donc j'adore. Déjà. Voilà. De base. On revient sur Swofford qui était en train de cramer les latrines et bizarrement, il a pas l'air d'apprécier. Bon, c'est un peu étonnant. Non. Scène suivante, il est dans sa tente face à Fergus, donc le soldat qui était de garde et qui a cramé les munitions. Et c'est une scène de montage-démontage de flingues, et là, clairement, Swofford pète un plomb complet. Il lui dit de remonter, démonter, démonter. Il pète un plomb, il finit par le mettre en joue. Il met dehors un soldat qui clairement a pas envie de s'en mêler, et il le menace de le buter. Clairement, Fergus joue son rôle de bisu. Il fond en larmes, il est ultra stressé. Et ça finit. Sans être un bisu, on fondrait en larmes à moins clairement. que ça. Clairement. Le mec se prend un coup de pression niveau 22. Et c'est le moment où Jake Gyllenhaal, hein, alors je précise que j'adore, mais c'est le moment où il sort un peu son special gimmick, à savoir ses gigantesques yeux de fou. Et en fait, c'est le moment où il les sort complètement. Parce que depuis le début, en fait, il a toujours cette espèce d'air bené. Et c'est le moment où tu sens que c'est fini. Il sera plus jamais un bené. Et que du coup, voilà, il retransmet ça par le fait de rajouter environ 75 cm à chaque globe oculaire. Au bout d'un moment, il n'y a plus que des yeux. C'est là que le mec en face lui a dit t'as de gros yeux, tu sais. C'est ça. Maintenant, à la fin, ce sera 2 yeux avec 2 jambes. C'est tout. Je veux rendre quand même le mérite de cette réplique à mon ami Julien qui se reconnaîtra peut-être. Donc Fergus est terrifié, et finalement Swofford retourne le fusil contre lui et demande à son collègue de le buter. C'est une scène relativement classique, mais que j'ai trouvé d'une intensité incroyable,
grâce aux yeux incroyables. Bah parce qu'il y a un acting assez dingue derrière. Les yeux, complètement. Les yeux. Les yeux, bien sûr. Bah voilà. Non, parce que le casting. C'est ça. J'ai vu le making of. L'un d'eux est tombé à un moment dans le sable. Ça a été un merdier. Laisse tomber. Quoi. 3 semaines de retard sur le surtout qu'ils s'est barré, tournage. parce qu'ils sont doués de conscience Oui, propre. bah, Donc ils oui, sont bien barrés sûr. et en fait ils sont retournés sur le visage de Emma Stone parce qu'ils se les partagent. Faut le savoir. Quand elle se transforme en femme crapaud. Je l'attendais. Cet homme est un enfer sur pattes. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. De mémoire de Marines, on n'a jamais vu ça. Donc on résume. Thomas n'aime pas Ryan Johnson. Non. Il trouve Les femmes en général. Il n'aime pas trop. Il n'aime pas les femmes qui ont des gros yeux globuleux qui ressemblent à un crapaud. Non. Ouais, j'aime pas Amanda Seyfried non plus, si vous voulez, je peux en rajouter. Ok, waouh. Et Batman et Something in the Way lui créent des crises d'angoisse. Oui. Non, pas Voilà, Batman. nickel. Juste Something in the Way. En fait, le film L'association des me deux. laisse. Voilà, le film Batman me laisse froid. Hein. Je l'ai pas. C'est pas que je l'ai détesté, c'est que voilà, j'ai pas adhéré. En gros, je pense qu'on l'a un peu survendu. Mais je n'ai pas détesté Batman. Je tiens à le préciser. En revanche, la chanson aujourd'hui, c'est un PTSD. Et Voilà. pourtant, hein, D'ailleurs, on n'a pas défini ce que c'était PTSD, hein, je C'est crois. Je suis pas sûr. Syndrome de stress post-traumatique. Syndrome disease one stand. Oui, c'est Ou ça. syndrome post-traumatique. on revient aux soldats. Donc le lendemain, ils se retrouvent à patrouiller dans un désert en plein cagnard. Et donc du coup, les soldats n'ont toujours pas connu la guerre. Ils entendent des tirs et là, c'est la crise d'angoisse. Ils aperçoivent des gens en face, des gens avec des chameaux et grosse crise d'angoisse. Ils mettent en joue, ils se mettent à hurler. Heureusement, Swofford s'approche et apparemment il parle un peu arabe et ils échangent un peu. Et finalement, il revient vers ses collègues qui étaient extrêmement stressés et leur dit non, mais en fait, ils se sont fait buter des chameaux il y a 5 minutes par des soldats. Désolé. Et c'est là qu'on en revient à Nagui. Ah oui, mais c'était pas des chameaux, lui. Cette fameuse C'était histoire pas de des Nagui qui bute des chevaux. Mais là, c'est l'évolution bédouine de Tout à Nagui. fait. Quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Ah, Bertrand, il y a Ah. quelques années, il y avait des massacres de chevaux dans des champs, Qui ont etc., commencé des et ça chevaux s'arrêtait qui étaient- comme ça a commencé. C'était une histoire incroyable. Oui, c'est ça, vraiment. Et c'était vraiment des histoires atroces où on voyait des chevaux à qui il manquait une Mutilés. oreille, ils étaient à moitié dépecés, etc. C'était un calvaire et tu passais devant des champs, il y avait des chevaux massacrés comme ça, quoi. Et il y a eu, à un moment donné, une vanne qui est sortie et qui est devenue une rumeur et qui est devenue à moitié un vrai fait de société. C'est Nagui qui a fait ça. Voilà, c'était le truc. Et en fait, je crois qu'à un moment dans une de ses émissions, il a presque été obligé de s'en expliquer, de Il dire a été mais obligé. arrêtez, c'est Et je complètement crois con. même qu'il y a eu un moment en fait où c'est tellement monté que du coup la police limite a dû le prendre comme une piste et l'écarter officiellement quoi. Et ça a été Ouais. ça a duré un moment. Alors cette histoire de chevaux, je crois que ça a duré quelques mois et cette histoire de Nagui, ça a duré quelques semaines, hein, je crois. Et t'en as pas entendu parler de ça. Oui, C'était improbable. Non, jamais. C'est vraiment devenu une vanne très très vite en Ouais. fait, parce que c'est très très drôle d'imaginer que Nagui puisse s'amuser à arpenter la France pour massacrer des chevaux. Le mec est vegan comme mes doigts de pied. Ah, tes doigts de pied sont véganes? C'est absolument Oui, absurde. que les doigts de pied. Ah ouais. Mes doigts de pied, ouais. Il mange que Ouais. du fromage. Ouais. Ouais. Il ne mange que des champignons. Voilà. Mais, Après cette scène d'angoisse dans le désert, les soldats se retrouvent dans un camion à discuter ensemble et Swofford apprend que l'idiot du village, dont on reparlera plus tard, c'était lui Oh, qui putain, s'était amusé à buter des chevaux. Et c'est Et quand tu regardes bien, il fait un peu penser à Nagui. Ouais, j'ai arrêté là. c'est bon. Là, tant qu'on y Je est, l'ai est-ce que forcé Thibaut, tu suffisamment. peux nous parler rapidement de la difficulté que tu as eu à regarder cette scène vu ton amour pour les chameaux? C'est-à-dire que l'avantage et le bon goût de Sam Mendes est allé jusqu'à ne pas montrer les horreurs en question, que j'ai encore du mal à évoquer. Du coup, j'avoue que je lui en sais gré et que grâce à ça, j'ai pu continuer le visionnage de ce film. Très bien. Sans trop de heures. Mais j'ai quand même, honnêtement, à ce moment-là, j'ai mis en 1.5 parce que ça devenait complexe. Juste l'évoquer. Enfin, tu vois, voilà. Dans le dessert depuis 175 jours. dans le désert, pas dans le dessert. Ouais, bien dans le sûr. dessert. Ils Oui. sont Au milieu d'une île flottante. ils ouais. sont, je crois qu'ils sont dans une omelette norvégienne à ce moment-là. Oui, c'est vrai, pardon. L'île Oui, flottante, c'est c'est après. après. Pardon, je vais trop vite en besogne. Au bout de 175 jours, la guerre commence enfin. On leur annonce, c'est bon, l'opération Tempête des déserts commence. Et là, ils sont super heureux. Oui! Parce qu'ils vont enfin partir à la guerre au bout d'une demi-année.
La nuit qui précède le début de la bataille, Swofford apprend que son binôme va être démobilisé parce qu'il a commis des crimes dans sa vie précédente et que l'armée l'a appris, donc ils vont le démobiliser. Arrive une scène dont je ne sais pas quoi penser, même si je la trouve absolument magnifique, où du coup Swofford sait que son ami, enfin c'est pas vraiment son ami, mais son binôme est en détresse, donc pour lui remonter le moral, il décide de le marquer au fer rouge. Et c'est assez étonnant parce qu'il le brûle, la scène est assez belle et en même temps, c'est comme un mec qui se fait marquer au fer rouge. C'est assez étonnant. C'est ça, et puis en fait le truc c'est que j'étais assez surpris parce que vu comment c'est présenté au début du film, je pensais que lui c'était déjà fait. Tout à fait. En fait depuis un moment. Et en fait pas du tout, et c'est une manière aussi de montrer que peut-être qu'il est pas là depuis aussi longtemps qu'on pouvait le penser. Et sachant que ce personnage-là a une espèce de rôle aussi de... Ça a l'air d'être le seul gars qui réfléchit dans la troupe. Ça a l'air d'être le seul gars qui est offusqué par certains trucs. Ça a l'air d'être le seul gars qui est capable de dire non à des moments ou qui est capable d'essayer de régler les problèmes, comme le problème qui s'est passé sous la tente entre Swofford et le bisu, qui a été menacé et tout ça. Et il est à deux doigts de lui péter la gueule en disant mais ça, tu refais ça, je te bute. Par contre, c'est pas possible. Et c'est le seul à être un peu scandalisé par ce qui s'est passé, quoi. C'est le seul à avoir une espèce c'est le seul apparemment à être doté d'un cerveau fonctionnel dans le groupe. Oui. Et on apprend du coup là que c'est effectivement un criminel dans le civil et tout ça. Et effectivement, Swofford se dit bon de toute façon, foutu pour foutu, moi je veux qu'il reste parce que il m'a peut-être pas tout dit, mais c'est mon frère d'armes. Oui, et puis alors je pense qu'il y a aussi un rappel. Il y a donc cette scène où ils s'engueulent tous un petit peu. Enfin, il y a la tension monte, on va dire, et en gros pour moi c'est juste que et ça, il y a un rappel clairement à la fin du film. En gros, il décide de le marquer au fer parce qu'il sait du coup qu'il va être démobilisé. Il sait que quand ils rentreront au pays, il ne pourra plus continuer sa carrière de militaire. Et du coup, pour moi, en faisant ça, en fait, il ne fait que signer le fait qu'il restera un Jarrett, comme ils disent, toute sa vie. En gros, c'est juste pour lui expliquer que quoi qu'il ait fait avant, ils sont pour le coup dans la même galère, dans la casse-couille, comme ils disent. Oui, c'est vrai. Donc tu l'as regardé en VF. Oui, tout à fait. Toi aussi, Thibaut? Non, en VO. D'accord. Et comment ils disent dans la VO ce qu'ils appellent la casse-couille? Putain, je me souviens plus. Je ne m'en souviens plus. C'est une excellente question. Je me suis pas noté. Je me souviens plus du nom qu'il donne à ce truc-là, mais je me souviens que c'était assez mort. Mais c'était pas la casse-couille. D'accord. Parce que en entendant ça, je me suis dit que c'est une petite blague de traducteur, mais bon, voilà. Bon, peu importe, on n'aura pas la réponse à cette question. Eh voilà encore une. Encore une. Après le marquage au fer rouge, la bataille commence. Et là, c'est une vraie scène de bataille. Il n'y en avait pas eu depuis le début du film. Ça court, c'est stressé, il y a des bombardements. Swofford se retrouve à aller chercher une batterie pour une radio, batterie qu'on lui donne, il revient en courant en ayant mis sa vie en jeu, et finalement la batterie est vide. Encore une manière de montrer que cette guerre c'est la merde, c'est n'importe quoi, c'est pas ce joli truc qu'on a vendu à la télé. Oui, c'est ça, c'est que on n'a pas de matos qui marche, comme au début ils ont leurs masques à gaz qui sont pourris, il leur manque un tuyau à droite, à gauche, l'autre qu'en gros on a donné plein de budget pour faire des belles images, mais on n'a pas donné plein de budget pour faire en sorte que les mecs fassent ça dans des conditions un tant soit peu sécuritaires, si on peut utiliser ce mot à ce moment-là, bien entendu. Mais voilà. On se croirait dans les hôpitaux français. Oh, ça dénonce. Oh putain, on va se faire démonétiser. Putain de merde. Sudden Politics. Ouais, du coup c'est l'occasion de découvrir que les soldats ne servent à rien, ils servent d'autant plus à rien que c'est une guerre qui se fait avec des avions, avec des bombardements, et du coup la piétaille ne sert strictement à rien. Non, c'est ça, c'est du meuble pour montrer du monde, c'est une démonstration de force en fait. Oui, c'est ce que lui dit son collègue, donc dont j'ai totalement oublié le nom, qu'au final il lui dit voilà, il y a quelques années il aurait fallu 1 an pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, il y a encore un peu moins, il nous aurait fallu 1 mois, et là il va nous falloir 10 secondes, et il dit le temps qu'on règle notre mire, le front il sera déplacé de presque 2 kilomètres, et qu'en gros c'est plus les snipers entre parenthèses, ce que eux font
ne servent à rien, quoi. Qu'ils essayent de convaincre que c'est eux qui gagneront la guerre, mais que non, au final, cette fameuse piétaille, au final, parce qu'il me semble qu'il l'a déjà dit à ce moment-là, puisque quand on leur annonce l'arrivée de la fameuse tempête du désert, il lui dit qu'ils attendent à perdre 30 000 hommes dans les premières minutes. Donc c'est vraiment, on envoie les mecs au casse-pipe, vous allez vous faire fumer, voilà, mais vous mourrez en héros, quoi. Et qu'au final, non, ça marche pas comme ça, parce que les moyens font que maintenant tu fais péter un mec à l'autre bout du pays assez facilement, et qu'au final, eux, malgré le fait qu'ils soient capables de tirer à 1000 mètres, c'est pas pour ça qu'ils vont servir plus à autre chose que les autres, quoi. Et qu'encore une fois, c'est un rappel au fait que ils sont là pourquoi. Quelle est leur raison de leur présence ici, quoi. D'autant plus que tout de suite en suivant, on les retrouve en train de marcher. Ils voient passer des avions au loin. Il y a l'idiot du village qui commence à faire ouais, ils sont super ces avions, c'est super, ils détruisent des tanks. Et finalement, les avions font demi-tour et mitraillent les soldats persuadés que c'était des Irakiens. Donc du coup, les premiers morts du régiment sont dus à des tirs alliés, quoi. Et c'était un truc qui avait... Ce qui fait qu'on arrive à ouais, pardon. Ce qui était un truc pendant la guerre du Golfe, parce que là, on nous montre que les États-Unis, c'est eux qui ont déployé le plus d'hommes, mais les 3/4 de la planète, en fait, ont participé à cette guerre. Donc il y avait des soldats indiens, des soldats saoudiens, des soldats pakistanais, et c'était pas du tout coordonné. Donc le plus gros des morts de cette guerre parmi les soldats, c'était des tirs alliés. Et autrement, pardon, excuse-moi, ça a été autrement le cas, mais ça a quand même été un peu le cas aussi pendant la deuxième guerre d'Irak, après les attentats du 11 septembre 2001. Puisque je me rappelle que pour le coup, là, j'étais plus vieux et bien plus en âge de capter ce qui se passait. Oui, parce que tu as 7 ans, rappelons-le, pour les auditeurs, Thibaut a 7 ans. J'ai 8 ans. Vrai, j'ai 8 ans depuis 2 jours. Je te remercie de pas y avoir pensé. Donc, plus sérieusement, les premiers jours, on va dire les premières semaines même de conflit, j'ai l'impression que chaque jour, on apprenait qu'il y avait 2 hélicoptères alliés qui s'étaient télescopés, un avion qui s'était pris un pylône, un machin comme ça. Et c'était que ça. Et aucun combat. Pareil, ça avait la deuxième avait l'air de ressembler à la première. Et donc, ce qui nous fait, donc, depuis le début du film, on est donc à 2 morts, et les 2 par un tir allié. Et ça, le premier, pareil. Ouais, au camp d'entraînement. Voilà, le premier, c'était au début pendant l'entraînement. Les soldats continuent d'avancer, et ils se retrouvent à traverser une autoroute, clairement, où on retrouve des tonnes de voitures calcinées, des cadavres brûlés. Clairement brûlé au napalm. Justement, ça c'est une question. Je vois ce que tu as sur ton conducteur. Moi, je l'ai pas pris comme ça, cette scène. Pour moi, c'est plutôt, en gros, les exactions de Saddam Hussein contre son propre peuple. À ce moment-là, il me semble qu'ils ont passé la frontière, puisqu'on voit un panneau avec clairement qui indique des villes irakiennes. Et pour moi, vu ce que représente l'explosion, les corps brûlés et autres, pour moi c'est plutôt en fait justement c'est les bombes au phosphore, les fameuses dont on a commencé à entendre parler à ce moment-là, et c'est plutôt justement des gens qui fuient, et Saddam Hussein leur a dit non, vous quittez pas le pays, je vais vous montrer à quel point on est grand, et il fait péter des bombes au phosphore sur ses ressortissants. C'est plutôt ça que j'ai vu moi justement dans cette fameuse scène, puisque il joue beaucoup sur le fait qu'il marche et qui la terre en fait elle est le sable est brûlé et il retourne le sable quand il marche, ainsi de suite. C'est tellement beau. Je l'ai plus pris comme ça pour moi. Les contrastes, ils sont fous. Voilà. Ouais, non, mais je pense que t'as raison. Je pense que c'est pas con. J'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Je suis désolé. J'étais peut-être pas très bien concentré à ce moment-là. T'inquiète pas, moi je t'en fais pas rigueur. Tu es bien bon. C'est vrai. Après l'autoroute, ils arrivent dans une image qu'on a énormément vue pendant cette guerre-là, c'était les puits de pétrole. Car les soldats irakiens en fait se sont repliés en foutant le feu aux puits de pétrole, donc qui crachaient des geysers de flammes. Du coup, le régiment se retrouve dans une pluie de pétrole. C'est absolument ignoble, et dans un noir complet avec des flammes en fond. C'est ça, et c'est là qui constitue la seule lumière en fait, parce que le soleil ne filtre pas au travers de ces épais nuages de pétrole. Qui flotte, quoi, et effectivement la seule lumière vient des colonnes de flammes au loin. Ça fait des plans d'une beauté, c'est terrible. C'est incroyable. C'est incroyable, d'autant plus qu'à partir de ce moment-là, il y a plus de musique, il y a quasiment aucun bruit. Ils se retrouvent à avancer dans cette espèce de désolation. Enfin voilà, on se croirait en enfer, quoi. Et du coup, les soldats passent dans une espèce d'introspection. Il y a plusieurs personnages qui se caractérisent. L'idiot du village, en fait, qui fait le con avec un cadavre, avec les autres qui sont complètement
complètement choqué par ça, et lui il trouve ça très drôle. Vas-y, file-moi $5 et je te prends en photo avec le cadavre. Ouais. C'est là aussi que Jamie Foxx se caractérise un peu plus, où il explique qu'il pourrait être au pays et avoir une vie plutôt sympa, mais en fait non, ce qu'il aime c'est la guerre. Il aime la guerre. Il aime la guerre et justement il a ce point de vue intéressant. Parce que quand il explique ça à Swofford, en l'occurrence, c'est justement dans l'un de ces moments où il prend le temps de discuter avec ses hommes et de se confier un petit peu et tout ça, et tu sens qu'il n'y a pas un calcul derrière de je vais te remettre un coup de pression, etc. Il est pas du tout là-dedans. Il discute simplement et il explique effectivement que pourquoi il préfère l'armée à la vie civile. Parce que dans la vie civile, jamais t'assistes à des spectacles comme ceux qu'ils sont en train de voir là. Qui a beau être triste, qui a beau être tout ce que tu veux, jamais aux États-Unis ou autre, tu seras sous un ciel littéralement de boue, de pétrole, de suie, et devant des colonnes de flammes qui jonchent l'horizon. Jamais tu verras ça. Et le simple fait de pouvoir assister à des spectacles aussi inédits, c'est ça qui justifie, selon lui, le fait de rester dans l'armée. Il y a presque une vision poétique du truc, quoi. Chacun y trouve son compte. Parce que il y a la fameuse scène où ils arrivent après sur l'autoroute, où donc ils commencent à voir des corps calcinés, ainsi de suite, où en gros tout le monde est choqué et lui il l'est aussi, et il a ce côté non, je suis le chef, donc il dit bon allez, on change rien, on avance, machin ceci. Mais en fait la caméra ne s'attarde pas sur lui, mais tu vois qu'en fait lui aussi c'est pas parce que, contrairement à beaucoup d'autres films, ou parce que c'est le chef, ok c'est bon, on s'en bat les couilles, on avance quand même, on est des Marines. Non, en fait tu sens que ce mec il en prend plein la gueule comme les autres, quoi, et qu'au final non, il doit aussi être le chef, et qu'à ce moment-là, quand il vient parler avec Swofford, justement, c'est le moment où il vide un peu son sac aussi, en expliquant, voilà, en donnant son avis, en montrant qu'il voilà, comme tu dis, qu'il a une vision un peu, alors est-ce qu'elle est tronquée ou autre, je ne sais pas, mais il a une vision un peu poétique, effectivement, de ce que peut représenter son horrible vie. Personne tente moyen, mais c'est un peu le truc de soyez soldat, vous verrez du pays, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est vraiment ce qu'il exprime. Et puis un autre truc que j'avais sauté, dont j'ai pas parlé, quand ils sont aussi sur l'autoroute, il y a un moment où Swofford veut aller pisser ou faire caca, on sait pas, enfin il dit qu'il va pisser. Et il va faire caca, tout à fait, il va faire caca, voilà. Ouais. Il passe la dune, et là il tombe sur le détail hyper... Non, je vois le film, Non, il y a des choses avec lesquelles on plaisante pas. Il fait caca. Très bien, voilà. c'est noté. Vous nous direz dans les commentaires. Voilà, si vous aimez le caca, ou si vous préférez le pipi, parce que... Ouais. Alors on fera un autre sondage. Envoyez pipi au 36. Envoyez bouche caca. Envoyez pipi, ouais. Pitié, pareil, vous trompez pas d'orthographe. Donc, Swofford passe la dune et se retrouve face à quelqu'un qui est complètement calciné. On voit que c'est quelqu'un qui a été pris dans le feu et qui bouge plus. Ça ressemble au cadavre qu'on peut voir à Pompéi. À Pompéi, ouais. Oui, c'est ça. Et donc il s'assoit, on voit à quel point les gens qui n'ont pas eu le temps de se rendre compte de ce qui leur est arrivé. Tout à fait. Et il s'assoit à côté du cadavre quelques instants et il revient au régiment. Et là, le personnage de Jamie Foxx se rend compte qu'il a vécu un truc fou. Et là, donc, du coup, t'as deux choses en une réplique qui sont incroyables. C'est que Jamie Foxx, du coup, lui demande « Ça va ?» Il sait que Jake Gyllenhaal a été choqué par ce qu'il a vu. Et tu sens vraiment une empathie qu'on n'avait pas trop vue dans ce personnage-là jusqu'à présent. Et Jake Gyllenhaal répond non, j'ai rien vu de spécial. Et là, tu vois en fait que lui a perdu totalement son innocence. Et voilà, c'est la magie de ce film, quoi. Une réplique. Oui, il est parfaitement écrit. Ouais. Donc les soldats traversent cet enfer de pétrole et arrive le climax où le sergent instructeur vient les voir et leur dit qu'ils ont enfin une mission. Ils doivent aller buter quelqu'un. Le colonel leur donne leur mission et là ils partent tuer cette personne comme des vrais snipers. Ils avancent discrètement. Ils font attention à ce qu'ils font. Ils finissent par arriver face à leur cible. Ils sont loin et là la scène est très lente. On voit Swofford qui s'installe, qui règle bien son truc, Troy qui lui donne les indications, il lui donne les trois, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, feu. Il attend le troisième feu pour tirer, et là,
arrive le général, enfin le colonel, qui leur dit non, c'est bon les gars, pas la peine de le buter. Le colonel Caca, comme on le... Voilà, le colonel Caca qu'on a vu tout à l'heure. Qui leur dit non, c'est bon, pas la peine de tirer, on va bombarder. Et là, Troy pète un plomb. On leur enlève leur mission et leur seule occupation en un an quasiment. Combien de mois de présence. Ouais, c'est ça. Un an de guerre. Et du coup, Troy pète un plomb dans une scène qui est assez touchante où en fait, il leur dit mais vas-y, laisse-nous le buter, on est là pour quelque chose. Et le colonel dit non, mais vas-y, c'est bon, j'ai des ordres, on s'en fout. Et Troy pète un plomb, finit par pleurer par terre, c'est assez terrible et voilà. Ouais. Et comme disait, je sais plus si c'est toi ou Thibaut qui disait tout à l'heure le fait que c'est le seul qui a ce côté il réfléchit voilà. Et là en fait c'est son moment à lui. En fait ils ont tous eu leur moment où il pète les plombs et lui il est toujours resté droit dans ses bottes, très calme, très posé. Et c'est le moment où en fait lui c'est ça sa goutte d'eau quoi. C'est le côté voilà moi puis surtout que lui en plus il a ce côté voilà si je fais rien maintenant après c'est foutu, je ferai plus jamais rien parce que pour moi l'armée c'est fini quoi. Et en fait c'est ça qui est bien, c'est que tu sais pas ce qu'il a fait, tu sais qu'il a un casier. Mais il aurait très bien pu juste voler 4 chewing-gums dans une supérette. Voilà, à aucun moment ils disent que c'est un tueur en série ou un mec qui a fait quelque chose d'horrible, quoi. Et tu te dis qu'en fait, ce mec, c'était juste sa chance d'avoir une rédemption. À ce moment-là, c'était sa chance de faire quelque chose que lui, en tout cas, estime bien. Et on lui enlève ça. Et encore une fois, c'est vraiment ce côté enlever le peu que tu as réussi à construire, quoi. Et lui, c'est sa goutte d'eau, c'est ça, quoi. Ils ont tous leur moment de pétage de plomb. Lui, c'est son moment à lui, quoi. Et arrive le bombardement qui donne un plan absolument magnifique où le bombardement est filmé du point de vue de Swofford qui le regarde à travers une vitre et on voit le bombardement à travers le reflet. Oui, dans le reflet, dans la vitre. Après avoir suivi les avions et s'être retourné vers Swofford, c'est absolument incroyable. Mendes c'est vraiment un technicien de ouf. Oui, c'est un faiseur d'images incroyable. Il est sidérant. Et j'en profite pour dire que tu parles de bombardement et juste derrière toi, j'ai vu un éclair. Il y en a pas qu'un, il y en a eu plein. Il y a un éclair de ouf par derrière. Donc bravo. Donc du coup, nos deux soldats se retrouvent abasourdis, assis par terre en train de discuter. C'est là qu'on apprend qu'en fait Troy, Swofford lui demande qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentreras au pays. Lui dit je vais dealer de la poudre. Donc là, on comprend pourquoi il avait été condamné. Et ils discutent tranquillement, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils vont louper leur transport. Donc, ils traversent le désert en courant. Apparemment, c'est assez long parce qu'ils partent de jour et ils terminent de nuit. Oui. Ils s'approchent du camp. Là, on entend des explosions, on entend des gens hurler. Donc, ouais, le camp est derrière une grande dune en fait qu'ils doivent escalader pour arriver de l'autre côté. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe dans le camp. Ils angoissent. Ils se disent allez, c'est bon, c'est la guerre. Enfin, c'est la guerre. On va faire un truc. Ils passent la dune et en fait, juste leurs collègues sont en train de faire la teuf. Ils sont en train de faire la teuf parce que la guerre est finie. Donc voilà. Chronique d'un bref passage dans le désert. Quoi. Les soldats sont particulièrement heureux et le duo Swofford-Troy en fait sont juste sidérés parce qu'ils ont servi à rien en fait. La guerre se termine là-dessus, donc sur un rien. Sur une absence de quoi que ce soit. D'ailleurs, Swofford dit j'ai pas tiré une seule balle, donc pour marquer le coup, il tire en l'air. Et là, il rentre au pays. Et tout le monde se met à tirer en l'air. Ouais. Dans une scène terrible de... Ah putain, j'ai l'impression qu'on est venu là pour ça. Ça sert à rien ce qu'on fait, mais on va le faire. C'est important. Et ça montre toute la vacuité dont parle le film. En fait, c'est vraiment un film sur le vide absolu. Ouais. Quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et la guerre se termine. Ils rentrent dans un bus, donc leur guerre n'a servi à rien. Dans un bus où ils sont applaudis par la foule, par les hurrahs. C'est ça, c'est des héros de guerre. Voilà, c'est des héros de rien. Dans le bus monte un vétéran qui a l'air assez usagé, qui fait pas mal penser à né un 4 juillet. Il a l'air d'en avoir chié depuis qu'il est rentré de guerre et il leur dit vous êtes tous des héros les gars, c'est génial et ça vous dérange que je reste un peu dans le bus?
parce que clairement ce mec n'est jamais rentré quoi. Non, c'est ça. Et quand il s'assoit, il y a une espèce de détresse en lui. Ouais, parce qu'en fait, c'est terrible. Au début, il a ce côté un peu on a un clodo un peu creepy qui est monté dans le bus, et il met un peu tout le monde mal à l'aise. Et en fait, au final, plus ça avance, et tu dis en fait non, ce pauvre gars, en gros, il a juste envie pendant 3 secondes de remonter dans un bus et d'avoir l'impression d'être militaire encore une fois quoi. Et en fait, ça rend le truc. Et même il le regarde, et tu sais, il doit se dire bon, ben visiblement, je vais devenir ça. Et donc, ça motive peut-être la suite. Ouais, du coup, on voit ce soldat qui apparemment est pas rentré de sa guerre, s'enchaîne avec un classique résumé d'un film presque choral, parce qu'il y avait beaucoup de personnages un petit peu caractérisés, donc scène de montage où on voit l'avenir de chacun. Il y en a un qui devient assureur apparemment, il y en a trader. Voilà, un bon winner. D'ailleurs, il a une espèce de moumoute sans queue ni tête. Ah oui, tous, ils ont tous des perruques dégueulasses à la fin. Ah ouais. Je pense qu'ils se sont dit, putain, on a oublié de tourner la scène. Bon, achetez des perruques, c'est la fête, on s'en bat les couilles. Parce qu'ils ont des swags, même Jack Gyllenhaal, on le connaît avec des cheveux, et c'est pas cela. C'est pas ses cheveux. C'est pas ça. C'est pas le même. Clairement, ses cheveux sont en plastique. Cette scène se fait sur une chanson de Tom Waits. Un ami m'a avoué qu'il a découvert Tom Waits avec ce film. Bah, d'ailleurs, l'ami qui m'a recommandé de le voir. C'est l'artiste. Et donc du coup la manière de conclure l'histoire de Swofford, c'est il rentre chez lui en bel uniforme de parade, il tape à une porte, sort sa copine. Non, justement. D'abord, c'est pas sa copine qui ouvre d'abord. D'abord, c'est pas elle qui lui ouvre. Oui, c'est pas elle qui lui ouvre, c'est vrai. Ouais. Et puis on voit qu'elle lui parle sur le perron, et puis lui il repart broucouille, hein, voilà. Donc, comme on dit dans le bouchonnois. Voilà, comme on dit dans le bouchonnois. Donc du coup on sent que la suite va pas être top pour Swofford. Non, la scène suivante, Swofford est chez lui. C'est fat. C'est fat. Son ancien binôme, enfin non, c'est pas son binôme, c'est Fergus qui se pointe pour lui annoncer la mort de son binôme. Donc du coup, une scène d'une tristesse infinie où on voit le cadavre en bière de Troy. Et la conclusion du film, c'est on a fait la guerre, on n'y a rien fait, et on rentre et on n'arrive pas à rentrer. Voilà, c'est une conclusion pas très joyeuse. On va pas se mentir. Ah non, le film fout pas la pêche. Non. Pourtant, ça part un peu comme ça. Ça part comme un film bon envie. Et le morceau de fin du générique, je trouve incroyable. Ouais, il est très beau, ouais. Très beau. De fin, il est beaucoup trop cool. Oui, alors je m'en souviens. C'est un morceau de rap, mais qui est rythmé par des espèces de chants militaires, enfin tu sais, de notes chantées par un régiment militaire. Et ce film est brillant, je trouve. Ce film est brillant. J'avais pas le souvenir de l'avoir autant kiffé la première fois que je l'avais vu. Je me rappelle m'être dit, c'est pas un mauvais film. Et par contre, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a eu 17 suites. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est typique de... Il y a au moins Jared 2 et 3. Oui, 4 même, je crois qu'il y en a 4. Comme Starship Troopers. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est typiquement ce genre de film où... Alors, le meilleur exemple, toi qui aimes les films d'horreur, c'est le film Lake Placid, qui est un film qui est considéré comme un très bon film d'horreur parce que justement, il joue avec les codes et ainsi de suite. Et en fait, le 2, c'est l'opposé complète. Où ils en ont fait un film bête et méchant, et du coup c'est exactement le problème de beaucoup de films qui en gros utilisent un propos, une imagerie ou autre qui détourne complètement, mais parce que le réalisateur est bon. Mais dès que tu mets un guignol qui sait pas faire, forcément ça marche plus. Et c'est le problème avec un studio qui a pas compris. Exactement. Suffirait regarder Les Dents de la Mer. Il y a plein de films comme ça où ça marche plus à partir du moment où tu enlèves le bon réalisateur, quoi. L'excellent exemple, c'est Starship Troopers, je trouve. Oui, Starship Troopers, c'est exactement. C'est une cata et je sais pas ce qu'il y a suivi. Le 3, c'est en fait, surtout le 3, ils ont dit Casper Van Dien revient, ça va être génial. C'est une catastrophe. Je ne les ai pas vus, mais je sais que j'en ai beaucoup entendu parler et que c'est terrible de voir la direction que ça prend. Et je pense que la meilleure comparaison, c'est Rambo. Rambo, clairement, ça raconte à peu près la même chose que ce film-là. C'est un film absolument c'est pareil, incroyable. Dans Jared, il y a 2 morts. Non, peut-être il y a les 2 qui se font bombarder aussi à la fin. Mais Jared, et puis il y a le mec qui se tue, donc ou qui est mort. Les morts sur l'autoroute. Oui, c'est vrai. Si on compte cela, on les a pas vus mourir, ils étaient morts avant. Mais effectivement, c'est vrai que Rambo, il y a 5-6 morts, Rambo, il y en a un. Ouais. Et Rambo, c'est, pour le coup, tu vois, on parlait de films de PTSD, pour le coup, Rambo, il utilise 100% ce biais. Alors, avant qu'on connaisse cette chose-là, mais pour le coup, c'est vrai que effectivement, Stallone est quand même largement capable d'écrire des films. Entre ça et Rocky. 100%, même avec Rocky, entre ça et Rocky, ce film est fou. Mais effectivement, c'est un très très bon exemple, Rambo.
Et du coup, toi, Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi j'en ai un souvenir, j'ai vu ce film quand il est sorti quasiment, je l'avais vu, il me semble, c'était à l'époque où je travaillais dans un vidéoclub, car oui, je suis vieux, et je l'avais loué et j'avais pas trouvé ça ouf. J'avoue, à l'époque, j'avais pas. Je me rappelle, moi, tu m'avais toujours dit que ce film, tu l'aimais. Alors en fait, je l'avais pas aimé parce que je le trouve lent et comme je vous dis, en fait, je suis fan de Platoon, j'adore Apocalypse Now, j'aime beaucoup Le Maître de Guerre, j'aime beaucoup pas mal de tous ces films, on va le dire, hein, qui pratiquement glorifient la guerre, mais qui ont, enfin voilà, un film comme Platoon. À ce côté badass, mais tout en étant un film avec un vrai propos. Apocalypse Now, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Et je suis parti en regardant Jared dans cet esprit-là. Et en fait, non, en fait, Jared, c'est l'opposé absolu. En fait, c'est de montrer que finalement, surtout dans cette guerre-là, il se passait rien, quoi. Au final, ces pauvres soldats, rien de sexy, voilà, on a mobilisé des gars pour zombies, on a détruit quasiment leur vie pour rien du tout. Et au final. Là, je l'ai beaucoup plus aimé. Le seul truc qui me dérange, en fait, je suis pas un grand fan personnellement, et quand ça m'arrive, j'aime pas ça. Mais je ne suis pas un grand fan de la testostérone poussée à son paroxysme. Et là, en fait, le film appuie beaucoup dessus. Et il y a un moment, j'avoue que ça me saoule un petit peu. Alors effectivement, je pense que c'est, comme tu disais, c'est une satire et pour donner un côté caricatural, je le comprends. Mais c'est pas ma came et ça m'a un peu saoulé. Et autre chose qui m'a un peu saoulé, c'est le fait que dans le film, les femmes, c'est toutes des nymphomanes infidèles. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, une femme de militaire, c'est une nymphomane infidèle et c'est tout. En fait, une nana est pas capable de sont vues par le prisme de ces mecs-là aussi. Je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, quand ils mettent le Wall of Shame, sa copine, qui au final pendant tout le film le soutient, à aucun moment on comprend qu'elle le trompe ou quoi caisse. Et au final, il rentre. Et ben si, quand même, c'est le cas. Tous sans exception. En fait, le seul, c'est, je sais plus comment il s'appelle, l'hispanique. Là, je crois qu'il est mexicain, enfin d'origine mexicaine, qui lui retrouve sa famille, sa femme, son enfant qui est né, ainsi de suite. Mais concrètement, sinon, on a l'impression, puisque on en a pas parlé, mais il y a cette scène où ils vont pour regarder Voyage au bout de l'enfer, qui est aussi un très bon film de guerre. Et au final, non, c'est sa meuf qui est en train de se faire tringler par le voisin, juste pour lui casser les roupettes. Et encore une fois, tu dis en fait, voilà. Et ma femme m'a dit une phrase que j'ai trouvé super. Elle m'a dit, on dirait que dès qu'il y a plus de mecs autour de nous, on est instinctivement attiré par tout ce qui bouge en fait, tu sais, et le film défend un peu ce propos, et j'avoue que ça m'a un peu dérangé, voilà. Après, moi, je l'ai pris comme ça au début, mais la sensation que ça me fait, c'est pas vraiment les femmes qui représentent, c'est l'image que se font les soldats des femmes. Parce qu'en fait, la testostérone et le truc sur les femmes, c'est pas quelque chose à glorifier, c'est pas quelque chose qu'il essaie de démontrer. Il essaie de montrer l'esprit de corps, en fait. Et l'esprit de gamins, en fait, qui sont paumés et qui sont ensemble. Qui découvrent la vie, et en fait, ils les découvrent entre potes et dans le désert. Ouais, je suis d'accord avec toi. En se branlant. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, en fait, ça aurait été peut-être plus judicieux, je pense, de faire ce fameux Wall of Shame et qu'en fait, tu les vois rentrer et qu'en fait, non, qu'il y ait pas juste un gars qui retrouve sa meuf, que lui il rentre, que en fait sa nana il la retrouve ou qu'il la retrouve pas, en fait, ça peut être sa décision à lui, justement en se persuadant qu'elle l'a trompé, qu'il la perde, mais que ce soit sa faute à lui. Et là, le problème qu'il y a, ce que je reproche, en fait, c'est effectivement, tu peux personnifier, comme tu dis, cet esprit de corps à travers ce prisme, mais tu peux pas lui donner 100% raison non plus, parce que là, au final, les mecs se disent, ouais, Tyson, c'est toutes les salopes, elles nous ont trompés, ils rentrent, oh merde, on avait raison. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est ça aurait été plus judicieux de rentrer et dire, ah ben, en fait, non, on est juste des gros teubés qui sont pas capables de se dire, plus que nos nanas sont pas capables d'attendre gentiment, voilà, tu te dis, je me mets à la place d'une femme de militaire qui voit son mec partir à la guerre pendant 1 an. Non, à mon avis, tu penses certainement pas au fait de te faire troncher par le voisin. Tu penses surtout à dire, Inch'Allah, il va rentrer, quoi. Je pense que c'est la seule chose à laquelle tu penses. Donc, voilà, j'aurais préféré ce prisme-là. Après, comme je vous dis, c'est de l'enculage de mouche, mais ça, en tout cas, ce truc m'a un peu dérangé dans le film, ce côté, vraiment, pour le coup, poussé à l'extrême, mais après c'est une satire aussi, comme tu dis, donc je comprends. J'y vois un autre truc, une autre utilité au fait de présenter les choses comme ça, c'est que le film leur explique le film explique que ces mecs-là, on les envoie, comme tu le disais, faire rien du tout et leur pourrir la vie, en fait, leur gâcher la vie.
À mon avis, ça sert aussi à montrer qu'effectivement ils perdent tout en allant là-bas, sauf un du coup qui retrouve sa famille, mais que sinon ils perdent tout en allant là-bas. Il y en a un qui perd la vie, il y en a un qui perd sa meuf, voilà quoi. Il y en a un qui perd toute raison d'être en devenant agent d'assurance. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo, je viens de m'en rendre compte. En fait, celui qui devient agent d'assurance, c'était le plus gros crado de la bande en fait. Oui. C'est un mec que, en fait, sa caractérisation, c'était dans l'avion quand ils partent. En fait, le mec est ultra lourd avec l'hôtesse de l'air, mais vraiment ultra lourd. Oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, ce mec là rentre et clairement, lui, la guerre, ça lui a pas posé problème. Tout va bien, il devient un winner. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a un ça... message derrière, mais c'est plutôt rigolo, je trouve. Bah, vu que derrière tout ce qu'il a fait, c'est Fast and Furious 3 et Fast and Furious 8, je crois, ou 7, tu dis finalement la win. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui sont passés par les Fast and Furious. Oui, c'est ce que je me disais en regardant le film. En fait, maintenant tu regardes un film, tu dis, oh, il a joué en Fast and Furious et ou dans un MCU. Tu dis, en fait, maintenant c'est le jeu, c'est est-ce que ce mec a joué dans un Marvel, tu sais. C'est ça. Moi, je regardais pendant le film, tu sais, avec comme on l'a regardé sur Prime Video, il y a possibilité de voir le cast. Et du coup, tu vois aussi les trucs qu'ils ont fait. Et je me suis pas mal arrêté dès que je voyais des nouvelles têtes du régiment à me dire, mais je connais, lui, c'est qui? Et en fait, n'ayant pas vu les Fast and Furious, ça me disait rien, mais j'ai vu pas mal de noms en passé qui étaient dedans. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est cocasse. Ouais. Ce film leur a peut-être pourri la vie peut-être. En fait, c'est ça. C'est tous restés vraiment des Jared. À part Jake Gyllenhaal et ses yeux, bien entendu, mais qui avait déjà prouvé avant. C'est vrai. Et enfin, tous les trois, en tout cas, ils ont bien prouvé avant et ils prouvent toujours encore aujourd'hui. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Lui, enfin, tous les trois, je les aime beaucoup. Ouais, ils sont excellents. Bah, lui et ses yeux. Ah oui, d'accord, pardon. Je crois que tu parlais de lui, de sa sœur, et je cherchais le troisième. Non. Et puis pour le coup, j'ai pas vu grand chose avec sa sœur à part Batman. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu grand chose avec Maggie Gyllenhaal. Bah, Donnie Darko. Eh ben, sache que je n'ai jamais vu ce film en entier. Ah. Ouais, non, attention, j'en ai honte, hein. Mais et pourtant, en plus. Non, mais y a pas de honte à avoir. Si, parce que justement, t'as de la chance, tu vas pouvoir le découvrir. Ben, un jour, il faudrait que je me décide à finir. J'ai jamais vu la fin. Mais en plus, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ah, Richard Kelly, oui, moi, qui a fait ce film incroyable qu'on avait vu tous les deux, Southland Tales. Oui, Southland Tales que j'ai toujours, ça et The Box. Par pitié, regardez Southland Tales. Si vous voulez, c'est contre-emploi le film. C'est ça. Si vous voulez prendre que des acteurs qui ont rien à foutre dans un film et qui le font bien dans une histoire complètement pétée du ciboulot, enfin. Ah ouais, non. C'est du Richard Kelly, c'est du Richard Kelly, du nectar de Kelly, c'est fou quoi. Donc allez-y. Il est fou ce film. Ouais. Et il y avait 2 points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est la signification de Jared, parce qu'il l'explique au début du film, et on n'est pas revenu dessus. Jared, c'est comme ça qu'on appelle apparemment dans l'argot les Marines. Parce que avec leur coupe, apparemment, leur tête est supposée ressembler à une jarre, et que comme une jarre, c'est juste un grand récipient tout vide. Donc voilà, déjà c'est le premier point. Et deuxième point, Bertrand, j'ai lu ton conducteur et tu m'as fait la remarque que le film qu'il regarde au cinéma n'est pas Apocalypse Now. Apocalypse Now. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Oui, pourquoi t'as dit ça? D'ailleurs, c'était une scène assez rigolote dont on n'a pas parlé. Je sais pas pourquoi je l'ai sauté. Oui. C'est juste avant qu'ils partent à la guerre. Les soldats sont dans un cinéma et ils sont en train de regarder comme des gros bœufs un film de guerre avec des hélicoptères. Et clairement, ça a l'air d'être Apocalypse Now, mais c'est ça l'est. Non, c'est Jardin de pierre de Coppola. Parce que pourtant, ils ont mis. Mais non, j'ai vérifié, c'est pas ça. Ah ouais, parce que clairement, c'est la scène des hélicos avec Robert Duval, la fameuse j'adore renifler du napalm au petit, enfin respirer l'air du napalm au petit matin. L'odeur du napalm au petit matin. Et quand avec Wagner et tout, la charge à Valkyrie, pour le coup, c'est complètement Apocalypse Now la scène. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, cette scène est dans Apocalypse Now. Et tu as vérifié ça par quel biais? Par le biais de l'internet, mais peut-être de l'internet qui pue de la gueule, ça arrive. Ah, oui, t'es allé sur le dark web. Attention, mais pour moi, cette scène est une scène clairement de... Non, parce qu'il y a un détail qui m'a fait, mais c'est Apocalypse Now, mais c'est pas Apocalypse Now. Et donc, seulement, ce n'est pas chez Wayne. Mais non, mais écoute, peut-être après, hein, mais pour je connaissais pas ce film d'ailleurs, j'en ai plus. Non plus. Du coup, ça a été l'occasion de découvrir que Coppola a fait 2 films sur le Vietnam et pas un seul. Ouais, il en a fait 3, non? 3 Ah, Coppola, oui, non, 2. Non, je confonds. J'avais Oliver Stone dans la tête, oui, tout à fait. Ok. Je viens de voir je viens de lire le synopsis. Là. Du Jardin de pierre? Oui. Très bien. Mais écoute, peut-être que tu as raison. Alors, et pour une fois, on va pas le dire pour une connerie. Si vous avez une preuve dans un sens ou dans un autre et que vous avez envie de commenter ce podcast, on est preneur parce que pour le coup, je pense qu'on a... Instruisez-nous avec plaisir. On a peut-être soulevé quelque chose.
Parce qu'il me semble que la dernière fois, on avait demandé aux gens de nous insulter. Oui. Dans les commentaires. Oui. Et peut-être que... J'espère qu'ils l'auront fait, parce que pour ne rien cacher à personne, je pense que cet épisode sortira à un moment où il fera froid. Si ça réarrive un jour. Là, on est vraiment dans les moments le plus chaud de l'année pour l'instant. Clairement. Et il y a un orage d'apocalypse derrière moi. Ah, cool. Voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'ai les yeux rivés dessus, c'est prodigieux. Messieurs, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? Oui, je pense qu'on a tout dit. Je pense sur le film, on a tout dit. Ouais. J'ai pas crié mon amour pour ce film que j'avais jamais vu. Ah mais oui, c'est vrai, on t'a pas demandé précisément ce que tu en avais pensé. Vrai, alors tiens, juste très impoli. Te demander moi parce que en fait, quand on a décidé de parler de ce film, je sais que l'amour que tu portes à 1917 et donc par ricochet à Sam Mendes. Et quand on en a reparlé ensemble il y a quelques jours, en gros, tu m'as dit, je suis extrêmement déçu d'avoir cramé une cartouche Sam Mendes avec ce film. Du coup, pourquoi en fait, je te l'ai dit après la première vision. En fait, j'ai choisi de parler de ce film parce que j'ai un ami que je vois bien une fois par semaine autour d'un Burger King, et on a parlé de nombreuses fois de 1917 parce qu'il voue un culte à ce film comme moi, et il m'a dit ça serait bien que tu vois Jared et ça serait génial que vous en parliez dans le podcast. Donc du coup, j'ai tenu ma parole, Benji, on a parlé de Jared. Et j'ai pensé ça à la première vision parce que je pense que j'attendais quelque chose de ouf. Et j'ai pas eu ce que je voulais, mais par contre il a fallu que je le revoie une deuxième fois pour faire le conducteur. Et il y avait plein de choses que j'avais ressenties en le voyant la première fois, mais je pense que j'étais trop dans l'analyse. Et à la deuxième vision, en fait, ce film s'est complètement révélé à moi. Je le trouve absolument brillant, mais brillant à tout point de vue. Je trouve les personnages hyper bien écrits, je trouve que la réalisation, c'est vraiment pas un manchot, Sam Mendes. La réalisation est magnifique, les choix des musiques est excellent. Enfin vraiment, j'ai eu un mal fou à résumer le film parce que en fait, il n'y a pas de scène, il y a pas de scène vraiment marquante. Toutes les scènes s'enchaînent les unes après les autres et on pourrait quasiment parler de chacune. Elles ont toutes un tout petit sens qui n'est pas toujours extrêmement marquant, mais il n'y a pas de scène qui sert à avancer vers la suivante en fait. C'est que des scènes marquantes. Il n'y a pas de scène inutile non plus quoi. C'est tout a un propos, tout sert le propos de base qui parle de l'ennui, qui parle de la vacuité, encore une fois, de cette mobilisation et de tout ça, et de comment elle a pu être vécue et non vécue aussi. Et chaque scène va transpirer ce truc-là, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, au final, j'ai pas l'impression d'avoir cramé une cartouche, j'ai l'impression d'avoir vu un grand film, voilà. Ah bah, tu vois, finalement, ça, c'est bien. Juste, j'ai trouvé, je crois, la news qui nous intéresse. Apparemment, ce serait bien Apocalypse Now, parce que ce serait un clin d'œil au chef monteur Walter Murch, qui est le monteur d'Apocalypse Now et le monteur de Jared. Ah ouais, ok. C'est exact. Autant pour moi. Donc ce serait bien en fait une petite ref méta. Après, voilà. Est-ce que du coup tu avais trouvé... Moi ça m'a permis d'apprendre que Jardin de Pierre existait. Et alors juste pour la déconne, est-ce que vous voulez... Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de trouver, là, comme ça en direct, je vais chercher le pitch de Jared 2. Alors... Oh oui, parce que là, putain, je me excellente dis, de initiative. quoi peut parler Jared 2 ? Le courage et le dévouement... Il retourne dans le désert pour fumer le désert. Cette fois, ça va chier. Parce qu'il leur a pourri la vie. Le courage et le dévouement d'un jeune Marine sont mis à rude épreuve quand il est amené à commander son escouade lors d'une mission hautement stratégique en Afghanistan. Et pourtant, il y a Stephen Lang qui joue dedans quand même. Ouais, bon, il a pas fait que des choses. Non, attention, mais c'est... Et Jared 3. Allez, alors Jared 3 déjà, il y a Scott Adkins. J'adore Scott Adkins, mais faut pas déconner. Et il y a le retour de Dennis Haysbert, dis donc. Ah bah ouais, ok. Alors pareil, Jared, puis pour le coup, il est carrément sur l'affiche et là, il y a des explosions partout, il y a des... Mais qu'est-ce que c'est ? Il tire sur des... Je crois que c'est devenu un truc de cartel limite. Hein. Non, Moyen-Orient, afin de protéger une ambassade, alors que sa mission s'annonce plutôt calme, l'ambassade est assiégée par un groupe de terroristes surarmés et bien supérieurs en nombre. Les assaillants déclenchent un véritable chaos. La sécurité nationale est en jeu et une crise internationale risque d'éclater. Waouh. Ouais, d'accord, c'est un film 24 heures chrono. Ah ouais, non, là c'est beaucoup. Et alors, pour te dire, et là je regarde pour la déconne le 4 et il n'a même pas de fiche Allociné ou autre. La dépression, quoi. C'est un direct to DVD, même forcément. L'affiche, elle non, à mon avis, c'est un direct to Easy Cash, à mon avis. Je pense vraiment. C'est une nouvelle catégorie de film. Ah, hop, je l'achète, hop, je l'amène à Easy Cash. C'est ça, voilà. Tu vas à Carrefour, vous en avez d'autres, je vous prends le carton, hop, tu l'ouvres même pas. Bonjour Easy Cash. Combien vous m'en donneriez ? Non, c'est qu'en fait, le truc, c'est que Carrefour n'en a pas, en fait. Monsieur Easy Cash fait, merci pour le DVD, je vais pas vous donner d'argent, je vais le mettre direct à la poubelle. Exactement.
Non, oui, d'ailleurs, je vais le ranger parfaitement entre cette collection de films de cul et l'intégrale de Jean-Marie Bigard juste là. Oh, et là, il y a quelqu'un un jour, un enfant de 73 ans qui arrive avec ses petites mains boudinées et qui dit « Oh, il a l'air bien ce Jared 2, j'avais bien apprécié le premier. » Et là, c'est le début de l'enfer. Parce que le 4, pour le coup, un groupe de Marines des forces spéciales israéliennes entre en Syrie pour exfiltrer un pilote de l'armée israélienne et le fils d'un sénateur américain, qui a été capturé par des djihadistes après avoir miraculeusement survécu à l'écrasement. Jackson à l'enlèvement par des aliens. Est capturé par un groupe de miliciens du Hezbollah. Eh ben... Après, quand ça, on réfléchit... taper dans la géopolitique de pointe... Mais quand on y réfléchit un peu, c'est quand même assez terrible de se dire que un mec a écrit un bouquin où il raconte que l'armée a détruit sa vie et que finalement, après, on fait 3 films de merde où on raconte une guerre qui n'existe pas, quoi. C'est, moi, je trouve ça horrible. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que le concept, mais ça, tu sens alors, je lis, je relis, je pense que j'ai lu l'intégralité des articles de ce site, sans blague, une dizaine de fois, du site Nanarland, qui est un site absolument incroyable avec des chroniques, mais qui sont aussi bien fascinantes qu'à pleurer de rire. Et je n'ai pas du tout la passion du nanar, je n'aime pas du tout me faire du mal ou regarder des films nuls pour que ce soit pour les critiquer ou pour les apprécier. Mais si vous avez, il y a beaucoup de chroniques Nanarland qui parlent extrêmement bien de ça, en fait, de ces fameuses suites improbables, des mockbusters ou ce genre de choses. Donc je vous encourage vraiment à les lire parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes et ils écrivent incroyablement bien. Voilà. Si vous aimez le cinéma, et je sais pas si vous l'avez fait en l'occurrence, mais les chroniques de Nanarland sont, moi je vous dis, je les ai toutes lues, je pense une dizaine de fois, et je les redécouvre à chaque fois. Le ton utilisé, je crois qu'ils sont 6 ou 7 à écrire, ils ont tous des tons différents, et il arrive qu'ils soient pas d'accord, donc ils écrivent des contre-chroniques. En fait, c'est un site qui... c'est eux qui ont plus ou moins inventé le concept de nanar, et en fait ils font vraiment la différence entre un nanar et un navet. Pour eux, en fait, un navet c'est un mauvais film, un nanar c'est un mauvais film sympathique, c'est-à-dire un mauvais film mais fait avec de bonnes intentions. C'est exactement ce qu'explique, on va encore parler une fois parce qu'on en parle à chaque fois, c'est exactement ce qu'explique Karim Debache quand il parle de Troll 2 dans le premier épisode de Chroma, où en gros le réalisateur, et c'est un biais que j'avais utilisé aussi dans une chronique que j'ai écrite, en fait, le réalisateur, comme un peintre, comme un musicien, a décidé d'essayer de transmettre quelque chose. Et tu peux complètement rater ce que tu voulais faire, mais ça n'enlève pas tes bonnes intentions. C'est la différence, en fait, entre avoir des bonnes intentions et faire un mauvais film, et être un sac à merde et faire Jared 2, par exemple. Tu vois, c'est exactement la différence avec tout ça. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à lire des chroniques de Nanarland, parce que c'est vraiment très agréable à lire. Voilà. Mais les amis, est-ce qu'on n'est pas à ce moment où on dit au revoir et à bientôt, les petits amis? Tout à fait. Bon, bah écoutez, merci à tous pour l'écoute. Bertrand, je te laisse conclure. À bientôt les amis, des bisous. Gros bisous. Bisous tout le monde.